Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, il y a l'image et le son. Alors c'est très simple, c'est un essai, mais c'est vrai que ça fait un moment que je me dis en réalité que j'ai tout pour faire les podcasts en images et en son. Mais ça, le son, tu l'avais depuis longtemps. Alors je fais un petit essai, je regarderai les répercussions sur YouTube. Elle était mauvaise. Et donc, en définitive, eh bien, tout simplement, si tu as envie de voir ma tronche pendant ce podcast, tu peux aller sur YouTube et du coup, il va y avoir l'émission. Alors, ça change un peu pour moi parce que tu ne le sais pas, c'est technique, mais ici, là où il y a la caméra, il y a normalement un écran et là où il y a l'écran, enfin bref, c'est inversé pour moi. Je n'ai pas l'habitude de faire ça comme ça, mais voilà, si tu as envie de ne pas faire qu'écouter l'émission. Donc, je la fais simple, mais ces podcasts sont enregistrés sur toutes les plateformes de podcasting, mais aussi maintenant sur YouTube, il va y avoir l'image. Autre élément hyper important, je suis obligé de faire un petit disclaimer sur cette émission. Je vais donc partager un avis sur la réforme des retraites et sur le discours d'Emmanuel Macron. Ça reste un avis personnel, tranché, qui risque de déranger beaucoup de personnes, j'en ai conscience. Il faut que tu saches que ce n'est absolument pas l'émission qui était prévue cette semaine sur le podcasting et que donc, par conséquence, je fais une émission totalement différente de ce qu'elle aurait dû être. Et c'est un petit hors-série, j'ai à dire une petite entorse à ce que je fais habituellement parce que ben voilà, j'ai envie de traiter de sujets d'actualité. Enfin, et avant d'attaquer comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes cette émission parce que c'est ce qui m'aide le plus, parce que les podcasts ne se référencent pas. Ou alors, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. C'est ce qui m'aide encore le mieux. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a des formations. Tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, tu vas dans l'onglet livres. Il y a des livres. Tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Ou alors, tu vas sur Amazon, tu tapes riche et il y a mon livre qui apparaît. Il s'appelle Devenir riche sans argent. Enfin, il y a un onglet coaching et séminaire. Pareil, tu cliques si tu veux qu'on travaille ensemble quelques heures ou quelques minutes sur ton projet ou alors tu cliques si tu veux participer au prochain événement parce que oui, il va y avoir des événements. Allez, sans plus de transition, Patrick, on attaque. Et avant d'attaquer, j'ai encore un dernier petit truc à dire, je m'excuse. Je ne vais peut-être pas prendre la totalité de l'intervention de l'ami Macron. Je vais prendre ce qui m'intéresse entre grandes guillemets et je vais l'utiliser dans cette émission. L'objectif étant très simple, l'objectif étant d'avoir une émission sur les retraites et de t'amener des réflexions et une manière de penser, j'espère, différente de ce que tu as l'habitude d'entendre. Sans plus de transition, Patrick ce coup-ci, Magnéto. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous recevoir à l'Élysée avec Julien Bugier. Bonjour Julien. Bonjour Marie-Sophie, bonjour Monsieur le Président. Vous savez que votre parole aujourd'hui est particulièrement attendue. C'est la toute première fois que vous vous exprimez depuis le recours au 49.3 et depuis que cette réforme des retraites a été adoptée par le Parlement. Elle est très contestée dans la rue. Première question donc, est-ce que ce texte entrera en application comme prévu au 1er septembre ? Bonjour et bienvenue. Je suis heureux de pouvoir en effet répondre à vos questions. Écoutez, ce texte, il va poursuivre son chemin démocratique. Il a été préparé par le gouvernement après des mois de concertation. Il a été ensuite porté par le gouvernement qui l'a modifié après ces concertations au Parlement. Il a donné lieu à 175 heures de débat. C'est le texte issu du chemin parlementaire, enrichi par le parlementaire, qui a été adopté dans la commission mixte paritaire, puis voté par le Sénat, et en effet qui a été adopté par l'Assemblée suite à l'utilisation de l'article 49.3 et donc par un vote d'une motion de censure contre le gouvernement qui a échoué. Il est aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Et donc, il faut maintenant attendre que le Conseil constitutionnel se prononce. Et c'est à l'issue de cette décision que j'aurai à promulguer un texte. Et donc, qui permettra de faire évoluer les choses pour nos... Tenez-vous à cette date du 1er septembre. Tenez-vous à cette date. Je pense que pour que les choses rentrent en place, à la fois pour que, d'ici à la fin de l'année, pour près de 2 millions de nos compatriotes, 1 800 000 exactement, ils puissent avoir leur pension qui commence à être augmentée. Environ 600 € par an en moyenne, pour ces 1,8 million. Pour que, en effet, on commence à décaler l'âge légal de 3 mois par an, progressivement, et qu'on accélère l'augmentation du nombre de trimestres à travailler, jusqu'à 43 ans à horizon 2027. Eh bien, il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Mais maintenant, au moment où je vous parle, il faut attendre la décision du Conseil. C'est un oui de politique, donc c'est une très longue phrase pour une question très courte. Est-ce que le texte va rentrer en vigueur ? La réponse est oui pour moi, hein, définitivement, de par je dirais, de par
la manière dont il répond, il attend simplement que le cursus se termine et il entend bien aller au bout de sa démarche. Alors moi, je suis très... alors, je suis obligé de dire ça ici. Clairement, pour ceux qui me connaîtraient éventuellement, si quelqu'un tombe sur cette vidéo, se demande qui je suis, il faut que tu saches que je n'aime pas les hommes politiques. Je ne vote plus, je l'assume complètement. Je ne veux plus donner une seule seconde de ma vie à ces gens-là. Mais il y a quand même une chose que... Après, j'essaye de toujours être le plus neutre possible dans mes analyses. Quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Ça fait quand même ça fait longtemps que je vis en France. Parce que j'ai fait mon enfance ici depuis que je suis jeune ici. Et s'il y a bien une chose que je constate avec la succession des présidents avec laquelle j'ai pu vivre, et dont j'avais conscience, et dont j'avais une activité professionnelle, c'est que s'il y avait un truc, quand j'étais intéressé par la politique, que je reprochais aux hommes politiciens, c'était de ne rien faire. Et ici, s'il y a bien une chose, à mon sens, qui est difficile de reprocher à ce président-là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est que lui fait des choses, qui s'attaquent à des vrais problèmes, et que là, indépendamment de tout le reste, c'est-à-dire que je vais bien évidemment complètement éluder la situation à laquelle on est confronté, à savoir le fait qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec la réforme, il y ait des problématiques diverses et variées par rapport à ce qu'il propose. Je ne rentre pas dans le vif du sujet. Ici, si on écoute juste ce qu'il vient de dire, si je prends juste la phrase que je viens de mettre en pause là, où il dit « Si je veux augmenter les retraites de certains des retraités les 1,8 million qui vont être à la retraite dans les prochains mois, il faut que la réforme entre en vigueur en septembre. » Moi, je fais partie d'une famille dont les personnes avaient des retraites très petites. Pour info, dans ma famille, il y avait deux de mes grands-parents qui avaient moins de 1 000 € de retraite, environ 600 €. Et pour information aussi, dans ma famille toujours, il va y avoir quelqu'un qui va avoir 700 € de retraite. Si tu me connais, ma famille, elle est toute petite, elle se résume à une personne, donc tu sais très bien de qui je parle. Et pour moi, aujourd'hui, je suis désolé de parler ainsi, mais si le système des retraites est perçu de mon opinion comme une arnaque, c'est parce que financièrement, l'argent que va donner un salarié à l'État, c'est-à-dire le montant qui va être donné à l'État, ne représente absolument pas l'argent qui va être reversé par l'État. Mais parce que le système est fait comme ça. C'est-à-dire que dès le départ, on le sait tous, c'est un système par répartition. Et le problème, c'est que les gens qui travaillent payent ceux qui sont à l'arrêt, non pas en fonction des salaires qui ont été perçus, non pas en fonction de tout un tas d'éléments, mais non, en fonction simplement de finalement un nombre de trimestres qui eux-mêmes, pour moi, de mon opinion, ne représentent rien. On est dans un monde financier, ce qui dérange un certain nombre de personnes, et on te donne des points pour avoir une retraite. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, on est sans doute le seul pays au monde qui propose ça. Je sais qu'il y a toute une partie de la population qui adore ça, mais si tu réfléchis une seconde financièrement et mathématiquement à ce concept, et c'est d'ailleurs ce que je reproche moi par contre finalement à l'ensemble des personnes qui manifestent, c'est qu'on manifeste contre une réforme alors que c'est un système, à mon sens, contre lequel on devrait manifester. Je veux dire, il y a un moment donné, moi je m'en fous de l'âge de la retraite. Ce qui ne me convient pas, c'est le mode d'attribution de la retraite. Ça ne me convient pas. Et d'ailleurs, ce qui ne me convient pas aussi, et pour être tout à fait franc avec toi, je n'ai pas écouté cette interview, cet échange, ou je ne sais quoi, je vais le découvrir avec toi. Ce qui ne me convient pas non plus, c'est que personne n'a l'air de jamais en parler dans ce pays. Là aussi, j'en ai complètement marre finalement de la politique et ça explique aussi pour moi, je vais même le dire, une des raisons qui font que j'ai complètement décidé d'arrêter la politique, c'est les retraites. Parce que quand j'entends qu'il y a soi-disant une gauche et une droite en France, mais qu'il n'y a aucune personne dans ce pays qui remet en cause le système vérolé qui nous gouverne, je me dis que c'est une sombre blague. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, quand tu as des présidentielles, qui s'assoit et qui te dit « Ok, moi je vais vous sortir de ce système ». Les seules propositions qu'on a, c'est de passer de la 4e, non, on est en 5e République, de passer de la 5e à la 6e République. Mais j'en ai rien à foutre en fait, personnellement, de la 5e ou je ne sais quelle République. Non, ça ne marche pas. Je ne dis pas que c'est mieux aux États-Unis, je ne dis pas que c'est mieux dans je ne sais quel pays, je ne dis pas que le communisme est mieux, puisque moi, ma famille a quitté le communisme pour venir dans un pays autre. Bon, ils n'ont pas dû comprendre que la France était communiste, mais ça, c'est un autre problème. Mais si tu veux, le communisme ne marche pas non plus. Et je ne rêve pas d'un pays extrêmement capitaliste, même si, je le reconnais, je suis un libéral, moi je suis pour la liberté financière des gens.
Je considère qu'on devrait laisser l'argent aux gens et la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent avec leur argent. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Mais ici, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a tout le temps des hommes politiques qui veulent modifier, améliorer, c'est ce qu'on veut nous faire croire, éventuellement transformer, changer le système. Mais c'est ça, non, justement, ils ne veulent pas le changer. Non, transformer ou améliorer le système, sauf que, de mon opinion, il faudrait le changer, le système. Voilà. Donc bon, il veut aller au bout. Il veut aller au bout, mais on va en reparler. Je pense que dans l'émission, je vais avoir l'occasion d'en reparler. Voilà, il y a des passages que je connais quand même, parce que j'ai pris certains passages qui m'intéressaient déjà de l'interview pour en faire des shorts. Il y a des passages que je connais, donc je sais que je vais te reparler de tout ça. Et ce qui me dérange en tout cas ici, indépendamment de tout ce qu'on peut avoir à dire sur le sujet, c'est que donc on a quelqu'un en face qui veut aller au bout et qui agit. Et que pour moi, je ne peux pas lui reprocher cette partie-là. Par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est de ne pas écouter ce qu'on lui dit. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui ont des choses à dire. Et je pense que soit la réforme des retraites telle qu'elle est présentée actuellement, elle est mal présentée, soit elle est mal comprise, soit il y a une dernière possibilité. La France vit dans un rêve. Et moi, c'est ce que je crois. Alors, on va parler de la crise sociale dans notre pays, qui est forte. On va parler de la crise politique, évidemment, à l'Assemblée nationale et de ce qui s'est passé. D'abord, je voudrais vous faire réagir sur des propos que vous avez tenus, qui ont pu choquer certains. C'était hier devant les parlementaires. Vous avez dit « La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers les élus ». Est-ce à dire, à vos yeux, que le mécontentement qui s'exprime dans les rues, aujourd'hui, les manifestants, sont illégitimes? Non, pas du tout. Et merci de me permettre de clarifier cela, parce que j'ai dit des choses hier précises à des parlementaires qui ont subi des agressions inacceptables depuis ces derniers jours. Et je vous le dis ici avec beaucoup de solennité. Nous sommes une grande nation et un vieux peuple. Il se dote de responsables qui ont une légitimité politique. Président de la République, des parlementaires. Ils sont élus par lui. Il y a des légitimités qui existent. Les syndicats ont une légitimité. Quand ils défilent, qu'ils manifestent, ils sont en opposition à cette réforme. Je les respecte. Ils défendent leur point de vue. Et d'ailleurs, c'est protégé par la Constitution, le droit de manifester, de pétition. Il y a une légitimité. Et d'ailleurs, le gouvernement, comme le Parlement, a essayé de tenir compte de ces manifestations et d'intégrer une partie de ces colères. On y reviendra. À côté de ça, non, à côté de ça, je vous le dis, dans le moment que vivent nos démocraties, quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui ou maires, malheureusement chaque semaine, quand ils utilisent la violence sans règle absolue, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, alors là, ça n'est plus la République. Or, la démocratie... Convenez, Monsieur le Président, c'est un ordre... ce ne sont pas des propos qui sont à même d'apaiser ce qui se passe ce sont des aujourd'hui dans les propos rues. qui clarifient. Ce sont des propos qui clarifient. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, il faut dire... On respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle du fond de cette réforme, mais on ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Mais à côté de ça, il y a des millions de Français qui manifestent. Oui, mais ceux-ci, il faut les écouter, il faut écouter leur colère et y répondre. C'est cela, parce qu'avec ces propos, vous faites référence au débordement, mais que dites-vous à ceux qui vont manifester demain? 9e journée d'action dans la rue. C'est quoi? C'est pas la peine d'y aller? Il n'y a plus rien à négocier? Non, d'abord... C'est la fin de partie? Alors... Je voudrais essayer de dire d'abord ce que ce texte va faire et pourquoi on l'a fait. Je coupe ici parce que j'ai plein de choses à dire. Alors là, je pense qu'il va partir sur l'explication du texte. Et moi, j'ai noté pas mal de trucs. Donc, j'ai des petites notes quand je fais mes émissions. Et je vais essayer de suivre un petit peu tout ce qu'il a dit. Je suis face à des propos tenus qui me font doucement rire. Et aussi par rapport à un paradoxe. Parce que je pense que la comparaison avec d'autres pays est impossible de mon point de vue. Et ça reste un modeste point de vue pour plusieurs raisons, mais on va y venir. Premièrement, il dit quelque chose qui est vrai, il faut quand même qu'on le reconnaisse, on est un vieux peuple. Et je pense que ça, c'est un paramètre à prendre en compte parce que j'ai tendance à croire, peut-être à tort d'ailleurs, que les mentalités françaises, et je le vois par rapport à moi-même, j'ai du mal à lutter contre la culture et l'éducation française. C'est quelque chose de très difficile. Tu vois, même, je parlais de choses qui n'ont un peu rien à voir avec le sujet, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Je sens dans mes comportements que parfois, et là je parle de moi, mais parce que je peux parler que de moi modestement, je ne pourrai jamais parler pour les autres, ça reste un sentiment personnel. Je sens très modestement que quand je vais faire quelque chose qui va contre ma culture,
le cadre dans lequel je vis, c'est-à-dire cette culture française, je lutte. Donc, par exemple, j'ai une tendance très simple à critiquer et très difficile. C'est très difficile pour moi d'aller faire du compliment, parfois sur des choses que je trouve un peu ridicules. Et je vais très vite avoir un avis sur les choses, alors qu'en réalité, je n'en sais rien. Mais parce que je pense que ça vient du fait que très très jeune, on m'a fait critiquer des livres, on m'a inculqué ce sens de la critique. Et à l'inverse, j'ai beaucoup plus de mal à laisser sa chance à des personnes pour lesquelles parfois j'ai des avis qui sont infondés. Et je ne prends pas la défense de notre cher et tendre président en parlant comme ça. J'essaye juste de dire qu'on a une mentalité qui est inhérente à le pays dans lequel on vit, la culture et l'éducation qu'on a reçue. Et je pense qu'on a tous un avis très tranché sur les politiques. Et je pense qu'il faut qu'on soit honnêtes les uns envers les autres. Je pense très sincèrement que le peuple français est un peuple très difficile à gouverner. Et je pense aussi, je vais le dire quand même, que tout ce que je vais pouvoir dire dans cette émission et tout ce qu'on peut penser de ce qui est en train de se passer actuellement en France n'est pas lié simplement à Macron. C'est lié à tout ce qu'on a vécu avant, à toutes ces années d'ingérence et finalement d'incapacité à nous fournir ce qu'on demande tous depuis. Parce que c'est vrai que c'est hyper marrant quand même. Moi, je parle avec des gens dans la rue, je côtoie des gens avec qui je travaille, etc. Et quand on parle tous les uns avec les autres, on a tous, j'ai l'impression, plus ou moins la même idée. Alors pas tous quand même, on va pas se mentir, mais on a tous quand même le même sentiment vis-à-vis de la France. Alors tu me diras, on fréquente des gens qui se ressemblent. Ce que je dis est plus ou moins vrai, puisque si je fréquentais peut-être des gens qui ne me ressemblent pas, j'aurais peut-être pas cette impression. Mais j'ai quand même la sensation qu'on ressent tous plus ou moins la même chose vis-à-vis de la France. Et ça me fait halluciner parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui, dans le sens où on a envie que ça change, et quand on nous propose du changement, on ne l'accepte pas. Retour à la référence à ce que je disais tout à l'heure au vieux peuple, je pense que ça c'est lié à nous, à notre histoire. Mais indépendamment de tout ça, je pense qu'il se trompe quand il dit qu'on est une grande nation. Je pense que nous ne sommes plus une grande nation. Et je pense que les manifestations ne sont pas du tout illégitimes. Je pense que ce qui dérange dans la question, et on n'a pas eu la réponse, ce qui est dérangeant ici, c'est que le gouvernement n'a pas du tout envie d'avoir peur du peuple. Et moi, j'ai toujours dit que le gouvernement devrait avoir peur du peuple parce que c'est le peuple qui dirige. Sauf que, et ce n'est pas dit ici, mais c'est dit à demi-mot. Parce que quand il dit que c'est la République, ce n'est plutôt le fait de s'en prendre à des représentants du gouvernement, ce n'est pas la République. C'est vrai, il a raison. C'est-à-dire que la République, c'est quoi? C'est que toi et moi, on délègue notre pouvoir à une tierce personne qui sont ces gens-là et on leur fait confiance à notre place pour prendre des décisions. Sauf que moi, je suis désolé, et je pense que c'est pour ça que l'on a tous marre de ce système. Je n'ai absolument aucune confiance dans ces gens. Et je pense que tout ce qu'il est en train de dire là n'est que le prolongement d'une situation qui a que trop duré. Et je pense que, je ne sais pas s'il va en parler, mais moi je suis obligé d'en parler là, quand il nous dit « Je n'accepte pas que des groupes fassent preuve d'une extrême violence envers et contre, finalement, des représentants de la République », je pense qu'il oublie aussi de préciser que nous, le peuple, on en a marre de subir l'extrême violence qu'on a subie ces dernières années lorsqu'on nous contraint à nous confiner dans nos appartements, qu'on nous divise entre nous en disant « alors lui, s'il n'est pas vacciné, il pourra faire ceci, et lui, s'il est vacciné, il pourra faire cela », ça a été une catastrophe. Hein. Je veux dire, je suis certain qu'ils n'en parleront pas, mais la gestion de la crise, soi-disant crise sanitaire, de la soi-disant maladie qui nous a frappés, moi j'en tire au recul de tout ça, enfin avec le recul de tout ça, j'en tire juste une seule et unique vérité, c'est que ces gens-là ne savent pas gérer. Aujourd'hui, elles sont où les mesures? Elles sont où les conséquences positives de tout ça? Et je parle bien de la maladie qu'on nous a imputée il y a quelques années en arrière. Pour qu'au final, on sort à peine de ce truc-là qui était extrêmement violent. On nous balance une réforme. J'entends ce qu'il a dit avant. Hein. Il dit oui, il faut que ça soit fait avant la fin de l'année pour que blablabla. Mais est-ce que vraiment on avait besoin de ça quoi? Est-ce que tu vois, là, jusqu'à la fin, il ne pouvait pas nous laisser un peu tranquille, tu vois? Certes, après, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vas dire c'est paradoxal, c'est ce que je te dis. C'est paradoxal avec ce que je disais avant. Je disais quoi avant? Je disais pour une fois qu'on a un gars qui fait des trucs. Et comme je te dis, je ne cherche pas à le défendre. Je cherche juste à dire que pour moi, là, jusqu'à la fin, ils auraient pu nous laisser tranquilles. Hein, parce que la violence de ce qu'on a vécu là pendant les 2-3 ans, qu'on est en train aujourd'hui de se prendre dans la figure, hein, l'inflation, c'est leur choix.
C'est la conséquence de leur choix monétaire lié à la maladie qui fait qu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Les faillites, moi je subis des faillites actuellement et des liquidations judiciaires dans mon métier au quotidien, c'est pour moi une conséquence de leur choix. Les augmentations de matériaux, les complications qu'on vit tous au quotidien, c'est d'une violence extrême pour le peuple. Qu'est-ce que tu es là à me parler de violence? Je pense que simplement, indépendamment que ça explose par rapport au sujet de la retraite, je pense que ça aurait explosé sur n'importe quel sujet. Je pense que là, on a quelqu'un qui, j'ai envie d'employer le mot égoïstement, mais je ne pense pas que ce soit quand même à ce point-là, je ne l'espère pas. Mais on a quelqu'un qui égoïstement dit « ça n'est pas acceptable d'être aussi violent », mais qui n'a pas l'air de prendre en considération la violence qui a été véhiculée par des choix imposés à une majorité écrasante. Alors oui, aujourd'hui, tu as peut-être peur, ça ne te convient peut-être pas, mais peut-être que tout ce que tu as fait durant ces dernières années, ça a convenu non plus à personne. Et quand j'entends les mots « légitimité politique » dans sa bouche, moi déjà, je vote plus. Hein. Donc ta légitimité, elle est toute relative. Ça fait des années que le peuple dit « reconnaissez le vote blanc ». Prenez en considération le fait que plus personne s'intéresse à vous, les gars. Il n'y a plus personne qui s'intéresse. Tu ne m'intéresses pas. Moi, s'il n'y avait pas eu ta maladie à 2 balles, je ne savais même pas que tu existais. Hein. Moi, dans ma vie, vous ne m'intéressez pas. De toute façon, je ne vous écoute pas. Quand vous me dites d'aller à gauche, ben, je vais à droite. Et quand vous me dites d'aller à droite, ben, je vais à gauche. Et ça n'est pas... Je ne suis pas gouverné par ce gouvernement. C'est-à-dire que je considère... Écoute bien ce que je vais te dire, c'est très important. Je ne suis pas gouverné par ce gouvernement. Je pense que tu peux faire le choix. Je ne regarde pas la télé, je ne suis pas les informations, je ne veux pas être tenu au courant par tout ça parce que ça ne me concerne pas en fait. Je ne vois pas, ni dans ce que tu fais, ni dans ce que tu dis, un seul élément qui m'atteint. Mais je te rassure aussi les quelques personnes qui m'écoutent, c'est pas bien, je ne tiens pas des propos insurrectionnels, attention, hein, ce n'est pas ma volonté dans mes propos. J'essaie juste de montrer qu'il existe d'autres possibilités. Tu peux vivre dans ce monde autrement. Certes, certains me reprochent d'être déconnecté. Certes, on peut reprocher aux gens qui font comme moi d'être dans une irréalité la plus totale. Mais la réalité qu'il me propose, lui, ne m'intéresse pas. Donc, je ne vis pas avec. Et je la réfute et je la refuse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et je t'incite à le faire, je ne me sens pas touché par cette réforme parce que j'ai mis en place dans ma vie des actions qui font que je peux me permettre de ne pas être concerné. Mais je pense que tout le monde peut faire ce choix. Où ça nous conduirait, j'en sais rien, mais j'incite à tout le monde à se détacher. La manifestation, alors moi je trouve ça bien, mais c'est pareil. Si tu veux, on parle de syndicats, mais les syndicats, ils servent à quoi les syndicats? Ils servent à rien. On est dans un système, et je vais insister énormément dans cette émission, où on a des gens qui nous représentent. Mais moi, je ne veux pas être représenté. Aujourd'hui, avec nos téléphones portables, ils ont les moyens de changer les choses. Pourquoi je parle de la maladie? Ils nous ont fait tout un pataquès en nous demandant de télécharger une application pour, soi-disant, qu'on puisse rentrer dans les lieux où on a le droit d'aller pour nous contrôler. Ben, faites une application pour qu'on vote tous. Faites une application où nos téléphones se bloquent, on ne peut plus téléphoner, on ne peut plus utiliser nos téléphones et où, tant qu'on n'a pas voté, eh ben, on ne peut pas avancer dans notre vie. Et là, moi, je voterai, on votera tous et puis on verra si vous êtes légitime politiquement. Mais la vérité, c'est que jamais de ma vie, je donne une voix à ce gars-là. Moi vivant, ça ne t'arrivera jamais, ni à toi, ni à un autre. S'il y avait... Créons un système réellement qui donne la parole à tout le monde et tu auras une légitimité. Mais là, à quelle heure tu parles d'une légitimité quand, on le sait aujourd'hui avec les chiffres, en réalité, les gens qui ont voté pour toi représentent une quinzaine ou allez, une vingtaine de pourcents de la population et les 80% restants. Tu t'attendais à quoi? Je ne m'adresse pas à lui directement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là où je veux en venir, c'est que moi, personnellement, je crois que c'est un petit peu comme la route et les automobiles. Il y a un élément qui est très énervant sur la route. On n'arrête pas de réduire les limitations de vitesse, mais les voitures s'améliorent technologiquement. C'est une hérésie. Si la technologie s'améliore, on devrait pouvoir rouler plus vite, puisqu'on s'est amélioré. C'est ça l'amélioration. Or, on va en arrière au niveau des vitesses sous couvert, soi-disant,
des morts sur la route, sauf que les morts sur la route, tu les ramèneras jamais à zéro. Zéro mort sur la route, ça n'existe pas en fait. Ça s'appelle une utopie et c'est les personnes qui croient aux utopies. Au pire, ce sont des débiles. Au mieux, ce sont des menteurs et des arnaqueurs parce qu'ils ont un intérêt là derrière. Mais en dehors de ça, je ne peux pas croire qu'une personne intelligente puisse venir me parler d'une utopie. D'accord ? Donc, c'est une hérésie finalement. Il y a un non-sens qui fait qu'on est tous d'accord, on s'accordera tous pour se dire quelle est la logique derrière une amélioration technologique et une restriction réglementaire. Il n'y a aucune logique. Et d'autant qu'il y aurait des possibilités plus intelligentes pour gérer ça. Bref, où je veux en venir du coup, c'est qu'il y a eu un changement qui s'est opéré. Et comme on ne s'adapte pas à ce changement, ça a des conséquences catastrophiques sur les personnes. C'est pareil avec l'école. L'école cherche à rester la même dans une époque qui s'est tellement transformée qu'elle n'est plus adaptée. Résultat, ça ne marche plus. L'éducation nationale ne fonctionne plus. Je suis désolé, c'est une réalité. Après, tu peux blablater tant que tu as avis sur le sujet, c'est une réalité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas adaptés. Et bien là, c'est pareil. On a eu des révolutions technologiques qui ont complètement changé le monde. Et nous, on ne change pas. On continue à avoir un représentant, c'est-à-dire une minorité de personnes qui prennent des décisions pour une majorité qui ne sont plus d'accord. Il y aura toujours des débordements. Et la légitimité dont il est question dans ces propos ne fait que pour moi attiser une colère qui est déjà en place. Et quand je l'entends comparer la France aux USA, ce que les Français ne savent pas pour les États-Unis, qui est quand même à savoir, c'est qu'aux USA, vous avez des lois fédérales et puis vous avez des lois qui sont liées aux États dans lesquels vous vous trouvez. Et que, n'en déplaise à beaucoup de Français d'ailleurs, parce que je sais que la France, on a une vision très restreinte des autres pays, mais le fonctionnement de la France est beaucoup moins démocratique, et attention, j'emploie bien le mot démocratique, et pas républicain. J'emploie bien le mot démocratique. Et beaucoup moins démocratique que la plupart des autres pays, parce que dans les autres pays, il y a des démocraties, alors qu'en France, nous ne sommes pas une démocratie, nous sommes une république. Nous élisons démocratiquement nos dirigeants, mais ce sont bien un groupuscule de personnes qui prennent des décisions pour une majorité de gens. Et j'ai bien employé les bons termes, tu vois. Un groupe de personnes qui se connaissent et qui vont à l'école au même endroit, qui prennent des décisions pour des gens qui ne se connaissent pas, mais qui sont une masse informe, dont finalement on essaye de brosser dans le sens du poil en disant « Mais si, vous verrez, c'est bon pour vous ». Bien que, et tu vas le voir dans cette émission, je suis plutôt d'accord. Et c'est ça le grand malheur, c'est que malgré que j'ai cet avis très tranché sur le sujet, je reste assez d'accord avec la réforme des retraites. Je suis obligé de te le dire parce que tu vas comprendre après où je veux en venir dans tout ça. Mais pour moi, la situation dans laquelle on se trouve ne peut être autre que celle qu'elle est parce que le fonctionnement du système, il est comme il est. Et que tant qu'on ne changera pas le système, on aura cette situation. Et croire utopiquement, et là maintenant j'emploie bien le mot, qu'un groupe de personnes qui se connaît ne mélangera pas ses intérêts parce qu'on est des êtres humains. Il ne faut pas que tu crois que ni toi ni moi on serait meilleurs. Tu me fous dans ce groupe de personnes. Tu me demandes de voter des lois avec eux. Mais bien sûr que je ferai des trucs qui m'arrangent. Je ferai en sorte que ça se passe bien pour ma famille, que tu le veuilles ou non. Tu ferais la même chose. Et finalement, on leur reproche simplement, ni plus ni moins que de faire au grand jour ce qu'on ferait tous, j'en suis certain, à différentes échelles, de différentes manières, mais qu'on ferait si on était à leur place. Et je ne pense pas que ce soit une fatalité, je pense simplement que c'est la nature humaine. Les êtres humains sont dirigés par leurs intérêts, ce sont nos intérêts qui nous gouvernent, on souhaite le meilleur pour notre famille. Si demain, je cherche à faire du mal à tes enfants, tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour pas que ça arrive, et je te comprends. Je suis fait pour te comprendre. Parce qu'à l'inverse, je réagirai de la même manière. Donc, le leur reprocher, c'est un petit peu aussi illusoire et facile. La vérité, c'est que notre système actuel, avec les technologies actuelles, avec ce qu'on pourrait proposer de différent, ne fonctionne plus. Mais ces gens-là n'ont pas intérêt à en changer parce que leur intérêt à eux, c'est de continuer à alimenter ce système. Bref, il est normal que, donc du coup, légitimement, nos chers et tendres dirigeants soient contre les actions du peuple, de la même manière que moi je trouve normal que le peuple ait son mot à dire, et je trouve normal aussi que les dirigeants, enfin moi je trouve normal, en fait tous les gouvernements devraient craindre le peuple. Par contre, ça n'est pas normal que le peuple craigne les gouvernements. Voilà.
pour moi, là, on est dans une logique, déjà, point. Et il y a une forme de reprise de conscience. Et d'ailleurs, même cette interview, si elle est là, c'est pas anodin. C'est bien qu'il y a quand même un problème qui dépasse, à mon avis, les limites du raisonnable. Maintenant, encore une fois, on reproche à cet homme politique de faire de la politique. Et on a reproché à ses prédécesseurs de ne finalement jamais rien faire. Et je crois qu'à un moment donné, la France elle a besoin de vraies réformes violentes, malheureusement. Et je pense que ça ne pourra pas se passer autrement, quoi qu'on nous propose. On ne tolérera aucun débordement. On fera en sorte qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre face à ceux qui bloquent à quelques-uns l'activité. Et après, c'est aussi à nous, à moi, l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime, qui n'est pas la violence, encore une fois, mais qui s'est exprimée au moment de ces contestations. Alors ces contestations, d'abord, je veux ici rappeler qu'à chaque réforme des retraites, nous les avons, et parfois en nombre bien supérieur. Oui. Et dans quelle situation serions-nous si en 1993, en 2003, en 2010, pour ne citer que quelques-uns des exemples des réformes précédentes, ou en 2013, mes prédécesseurs s'étaient arrêtés devant ces contestations en disant « je ne fais pas la réforme ». On serait dans une situation encore plus critique. Bon. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut le faire. Oui. Maintenant, dans cette colère et ces voix, qu'est-ce qui s'est exprimé? D'abord, un sentiment d'injustice. Et moi, que j'entends. Vous l'avez un peu évoqué en parlant des entreprises tout à l'heure. Ce sentiment d'injustice, c'est de dire au fond, c'est toujours nous qui bossons, à qui on demande des efforts. Et c'est vrai qu'on demande cette réforme, il ne faut pas se tromper, on demande à nos compatriotes des efforts. C'est nous qui allons travailler 2 ans de plus. On leur demande des efforts pour pouvoir financer la protection et la préparation de l'avenir. Bon. Et donc il faut entendre ce besoin de justice. Moi je l'entends, à au moins 2 égards. Quand on voit des entreprises qu'on a aidées et on continuera cette politique pour l'entrepreneuriat, pour l'attractivité, parce que ça permet de réindustrialiser le pays, de nous rendre plus forts. Mais il y a quand même un peu un cynisme à l'œuvre. Quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions, oui. Là je vais demander au gouvernement de pouvoir travailler à une contribution exceptionnelle pour que cet argent, quand il y a des profits exceptionnels d'entreprises qui sont prêtes à racheter leurs propres actions, que leurs travailleurs puissent en profiter. Donc c'est une taxe sur les super-profits ? Non, parce que cette taxation des super-profits, nous l'avons déjà fait pour les énergéticiens. C'est ce qu'on a construit au niveau européen. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de financer le bouclier face à l'augmentation de l'énergie. Et c'est ce qui fait que vous payez par mois une augmentation de 20 € environ, entre 20 et 30 € sur votre électricité et votre gaz, au lieu de 180 ou 200 €. Ça, on l'a financé en taxant les super-profits des énergéticiens. Là, je dis, on a des grandes entreprises qui sont en train de racheter leurs actions, ont des contributions exceptionnelles, il faut trouver la bonne technique, mais il faut qu'ils distribuent davantage à leurs salariés, et il faut qu'il y ait une contribution à cet effort du moment. La deuxième chose, c'est qu'aussi beaucoup de travailleurs disent, vous nous demandez des efforts, il y a des gens qui ne travaillent jamais, ils ont quasiment la même vie, eux ils ne vont jamais travailler, ils auront le minimum vieillesse. C'est pour ça qu'il faut très vite engager pour aller chercher toutes celles et ceux qui sont au RSA et les aider à revenir vers l'emploi, les aider et les responsabiliser. Et ça, ce sera dans les réformes les plus importantes à venir, c'est-à-dire droits et devoirs renforcés pour les bénéficiaires du RSA, mieux les former et les accompagner, régler parfois les problèmes de logement, de garde d'enfants, de transport, mais faire revenir à l'emploi des gens aujourd'hui qui n'y sont pas, parfois depuis des années ou des dizaines d'années, au moment même où on a des besoins. C'est ce que vous avancez aujourd'hui pour remettre de l'apaisement, pour apaiser. C'est des chantiers que je veux qu'on ouvre parce qu'il y a un besoin de justice. Bon, ici, il commence par la contestation récurrente, qui est une réalité, on ne peut pas le nier, et qui doit aussi nous renvoyer à la fois à un comportement qui est le nôtre, hein, parce que je pense qu'on est des contestataires en France, ça c'est une réalité avec laquelle je n'ai pas d'objection, particulièrement de remarques à faire, mais aussi avec un élément que je trouve intéressant, qui est le suivant, à savoir, est-ce que dès le départ, on ne nous aurait pas menti ? Est-ce que finalement, quand Mitterrand se fait élire, parce que tout à l'heure, je n'ai pas vraiment creusé, mais quand Mitterrand se fait élire sous la motion de « je vais mettre la retraite à 60 ans », c'est une énorme avancée sociologique, ça doit se dire, je pense. Bref, tu m'as compris. Est-ce que finalement, dès cet instant-là, on ne serait pas rentré dans une espèce d'illusion à tous vouloir croire que la retraite, c'était à 60 ans parce que ça nous plaisait bien au fond, alors qu'il n'y a vraiment pas de sujet en réalité, puisque ça a été une période, on va dire, transitoire, que de dire que la retraite, finalement, c'est 65 ans, et puis c'est tout, quoi. Parce qu'avant Mitterrand, c'était 65 ans.
Et après Macron, ce sera à nouveau 65 ans. Donc peut-être que la parenthèse des 60 ans n'aura été que la seule et unique parenthèse, entre guillemets, qui aura permis cet état de fait. Tant mieux pour ceux qui en auront profité, tant pis pour ceux qui seront passés à côté. C'est l'une des nombreuses injustices de ce monde. Et somme toute, ben, voilà, encore une fois, soyons heureux pour ceux qui ont réussi à choper cet avantage quand il était en vigueur. D'ailleurs, il parle d'injustice parce que lui-même dit, et il a raison de le dire, c'est toujours ceux qui bossent qui portent le poids de ses choix. Et c'est vrai que, moi je le dis très souvent, en France, on parle tout le temps de liberté, d'égalité, de justice, de comment dirais-je, de fraternité aussi, en reprenant les trois grands mots de la France, enfin le symbole de la France, égalité, fraternité, égalité, liberté, fraternité. Et c'est ce qu'on nous met tout le temps en avant, mais je trouve que la justice financière, sociale, c'est pas quelque chose qui est très très défendu dans notre pays. Surtout la justice financière qui est quasiment inexistante. Et du coup, je trouve très dommage qu'on n'en parle pas et qu'on ne le prenne pas en considération parce que comme il dit, c'est une injustice, mais c'est pas la première, c'est pas la dernière, on va devoir vivre avec. Il précise une chose, et c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis arrêté à ce passage, il dit on a beaucoup aidé les entreprises, mais par contre, je suis très en colère après les sociétés qui font du rachat d'actions et qui utilisent leurs incroyables bénéfices pour finalement racheter des actions plutôt que faire autre chose avec. Alors tu sens que ça le touche et peut-être que tu t'interroges sur la raison pour laquelle il s'est arrêté sur ce sujet-là. Je vais t'expliquer, j'ai plusieurs choses à te dire sur le sujet. D'abord, je vais t'expliquer le mécanisme, j'aime bien t'expliquer les mécanismes financiers comme celui-là. Je vais te l'expliquer avec de l'immobilier parce que je trouve que c'est très bonne manière de te l'expliquer. Et ensuite, je vais m'arrêter sur la raison pour laquelle ça l'agace et pourquoi, en fait, finalement, il veut agir là-dessus. Parce qu'il y a derrière, il y a toute une logique. Et moi, personnellement, quand il dit qu'il trouve ça ironique, la situation, moi aussi, là, je la trouve assez ironique pour d'autres raisons. Et j'aimerais vraiment que tu écoutes ça. Je trouve ça que c'est intéressant. Alors d'abord, je t'expliquais, j'espère assez simplement et aussi, j'espère, de manière assez imagée pour que tu comprennes, le principe du rachat d'actions par une société. Imagine, tu es dans un immeuble, puisque moi, je suis dans l'immobilier, donc c'est plus simple pour moi de te l'imaginer comme ça. Et tu es copropriétaire d'un petit immeuble de plusieurs appartements, 5, 10, peu importe, mais pas un gros, tu vois. Et on va imaginer que dans cet immeuble, les rendements locatifs de l'immeuble, c'est du 10%, parce que tu suis ma chaîne et que je t'ai appris à acheter à 10%, et que dans l'immeuble, tu peux acheter des appartements à 10% de rendement. Et on est dans une période économique, peu importe la période, mais à un moment donné, tu es dans une période économique où tu n'arrives pas à trouver mieux que 3 ou 4% ou 5% de rendement sur le marché immobilier. Donc ça veut dire que toi, propriétaire, tu as un bien dans cet immeuble, tu cherches à acheter, tu as de l'argent, tu as de la trésorerie, tu es acheteur et tu cherches sur le marché, mais il n'y a rien à plus de 5%. Sauf dans l'immeuble où tu as acheté, quelques appartements que certains propriétaires veulent bien vendre parce qu'ils ont du mal, ils ont des difficultés économiques. Et là, tu te retrouves avec un rendement à 8, 9, 10%. Donc un rendement que tu connais, dans un emplacement que tu connais, qui ne va pas t'apporter un plus gros ou un plus petit revenu, stricto sensu le même revenu, parce que dans l'immeuble, j'ai oublié de te le préciser, c'est tous les mêmes appartements. Donc, tu ne vas pas aller chercher de nouveaux revenus, tu ne vas pas aller chercher une augmentation, tu cherches rien, en fait, tu cherches juste à optimiser de l'argent que tu as et finalement à favoriser une position que tu es en train de prendre. Parce que petit à petit que tu rachètes, tu prends une position dominante sur un marché, mais bon, on met ça de côté, mais malgré tout, je suis obligé de le dire. Ok ? Et en faisant ça, tu joues la sécurité et surtout, tu n'apportes aucune plus-value d'aucune sorte ni à la société, puisque tu restes au même endroit. Tu ne vas pas créer de la valeur, puisque tu vas utiliser des ressources que tu as déjà. Bref, tout se passe dans un endroit que tu connais. Et ça, dans le mécanisme psychologique, si tu comprends de quoi je parle, tu comprends ce dont il est en train de parler. Maintenant, qu'est-ce qu'il dénonce ? Qu'est-ce qui l'agace dans cette situation ? Ce qui l'agace, c'est que le propriétaire qui achète, comme je te l'ai dit, dans la société, dans l'immeuble dans lequel il a déjà son bien, comme je l'ai dit à la fin, il ne crée rien en fait. Il ne va pas aller faire travailler un autre artisan, il ne va pas aller chercher de nouvelles ressources, il ne va pas devoir peut-être sous-traiter de nouvelles tâches, puisqu'il a déjà tout qui est déjà existant pour finalement le bien qu'il possède déjà dans le bâtiment. Donc en gros, on est juste dans la continuité de quelque chose qu'on a fait déjà. On n'est ni dans la création, ni dans l'optimisation, ni dans l'élargissement d'un chiffre d'affaires ou d'une activité quelle qu'elle soit. Donc ça veut dire quoi pour un État ? Ça veut dire que c'est pas du gain en fait. À quel moment
le président, sur la situation que j'évoque, il aurait gagné de l'argent. Il aurait gagné de l'argent si le propriétaire avait par exemple acheté un bien dans une autre région où il aurait dû prendre de nouveaux artisans et de nouveaux prestataires et où il aurait démultiplié ses factures et donc démultiplié ses impôts. C'est dans cette configuration-là que l'État gagne de l'argent. Dans une configuration d'optimisation et d'avantage tirer profit d'une situation qu'on possède déjà, il n'y a rien qui est créé en fait. Et ça le gêne. Et je trouve que c'est ironique maintenant. Pourquoi? Parce que je te rappelle que c'est quand même le président qui favorise les actions, l'actionnariat et le placement financier dans les sociétés cotées en bourse au détriment de l'immobilier, ce qui est pour moi une hérésie. Pourquoi? Pas parce que je suis dans l'immobilier, mais parce que je pense être honnête et j'espère l'être. Je pense qu'il favorise l'actionnariat et que c'est une erreur parce qu'un actionnaire ou d'ailleurs un trader ou une personne qui place son argent sur les marchés financiers a la possibilité de mettre son argent sur une société française et de vivre dans un autre pays et de faire de l'évasion fiscale. Beaucoup plus facilement qu'un investisseur immobilier. Et oui, je fais référence ici à l'impôt sur la fortune et oui, je fais référence à l'IFI que j'aurais préféré être, bien évidemment, l'impôt sur la fortune boursière. L'IFB, je ne sais pas si ça se dit, mais je pense pour moi que ça aurait dû être l'inverse. Alors bien évidemment, les mecs de la bourse vont te dire que c'est juste et que c'est bien comme c'est aujourd'hui. Parce que ce n'est pas eux qui ont été taxés, ou plutôt c'est eux qui ont été détaxés, puisqu'avant avec l'ISF, ils étaient taxés. Mais moi, je vais te dire pourquoi je trouve que ce n'est pas bien. Parce qu'un investisseur immobilier ne peut pas faire d'évasion fiscale. Moi, je suis obligé de faire travailler des artisans de la France. Je suis obligé de faire travailler des gens sur le sol français parce que mon patrimoine, il est en France. Et moi qui suis finalement un employeur de main-d'œuvre française qui fait travailler son pays, j'ai un désavantage fiscal parce que je suis redevable de l'ISF, alors qu'un gars qui a le même patrimoine que moi, tout placé en bourse, qui vit à l'étranger, qui fait de l'évasion fiscale, lui, ne paye aucun impôt pour la France. Et je trouve ça dégueulasse. Et pour faire écho à ce qu'il disait tout à l'heure, là, on est en plein dans une injustice dont personne ne parle et qui a l'air de gêner personne, parce que le seul problème des gens de ce pays, c'est l'ISF en soi, alors que déjà, de mon point de vue, cet impôt ne devrait absolument pas exister parce qu'il est confiscatoire, mais ça reste mon opinion personnelle. C'est qu'un impôt de plus parmi la longue liste des impôts inutiles de ce pays. Au demeurant, je trouve assez ironique et drôle, donc tu comprendras maintenant ma remarque du départ, qu'il soit ici à se plaindre, que finalement un mécanisme qu'il a lui-même avantagé se retourne contre lui, là où il aimerait, au bout du compte, qu'est-ce qu'il voudrait en fait? Il voudrait que les sociétés qui utilisent leur cash pour se recapitaliser, finalement, elles prennent cet argent pour racheter des filiales, grossir et, au bout du compte, faire profiter l'État de nouvelles main-d'œuvre, de nouvelles branches qui seraient développées. Sauf que, bien évidemment, comme ça a été allégé fiscalement, la société, elle a plus d'avantages à faire ça. Et même les actionnaires ont intérêt à favoriser cette démarche. Et il se retrouve pris à son propre piège, là. C'est marrant parce qu'il ne le dit pas. Il dit juste ce qui ne lui plaît pas. Mais c'est peut-être ses choix aussi qui ne vont pas. Donc, au bout du compte, qu'est-ce que ça signifie aussi? Je veux quand même te le dire. L'avantage pour l'actionnaire, si tu as par exemple une société qui a, je te dis une bêtise, mais 100 000 euros sur ses comptes et qu'il y a 10 000, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je pense que c'est ça, 100 000 euros sur les comptes, 10 000 parts de société. Donc 100 000 euros divisé par 10 000 parts de société, ça fait 10 euros la part. Si la société rachète ses propres actions, en fait, ça se traduit par une destruction d'actions. Donc si par exemple, je te dis une connerie, mais il rachète 10%, eh bien la part détenue par l'actionnaire, elle passe de 10 euros à 11 euros. C'est un exemple, hein. Les chiffres sont faux, mais tu m'as compris. Donc du coup, c'est un triple effet qui se coule, ce type de comportement, puisque tu te retrouves avec des parts de société qui ne sont pas taxées sur l'ISF, tu revalorises la capitalisation de tes biens, tu t'enrichis plus au détriment du travail et de la taxation qui est ce qu'elle est en France et qui est donc cherchée à être évitée à la fois par les dirigeants mais aussi par les actionnaires parce que au bout du compte, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ça reste confiscatoire. Bref, dans le passage qu'on vient de vivre ici, d'écouter ensemble, je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'il arrive à pointer du doigt même des anomalies dont il est lui-même l'architecte. Drôle comme situation. Et il finit par un truc que je trouve bien parce que moi, personnellement, je ne sais pas toi, mais j'en suis à ce stade. Des fois, je me demande s'ils sont même conscients de la situation. Et moi, en tout cas, on m'a fait plaisir de voir quelqu'un qui relatait une réalité que nous vivons tous quand il dit il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé et qui vont toucher une retraite, alors qu'il y en a d'autres qui vont avoir travaillé toute leur vie et qui auront même moins que ceux qui ont droit au minimum vieillesse et qui veut donc remettre au centre les droits et les devoirs. Parce que
comme moi je l'ai toujours dit dans ce pays, la plupart des gens aujourd'hui te parlent de leurs droits, mais il y a très peu de gens qui te parlent de leurs devoirs. Et effectivement, moi je pense qu'avant d'avoir des droits, on a tous des devoirs. Et malheureusement, alors encore une fois, je reste lucide, hein, je le prends de qui ça vient. Quand tu as quelqu'un comme ça qui arrive et qui te dit les droits et les devoirs, je pense que la France, on souffre, le pays souffre d'une succession d'hommes politiques véreux qui ont jeté sur ce métier en tout cas en ce qui me concerne, moi, ils n'ont plus aucune crédibilité, quoi. Une incrédibilité totale. Et donc maintenant, quand tu as un homme politique qui te parle de droits et de devoirs, enfin en tout cas moi c'est ce que ça me fait, je suis dubitatif, quoi. J'ai envie de commencer par dire mais attends, qui t'es pour me parler de ça? D'ailleurs, note, un détail important. Là, tu as 3 personnes autour d'une table. Les 3 personnes ne sont d'aucune manière impactées par la réforme des retraites. Notre très cher et tendre dirigeant qui parle a une retraite différente de la tienne ou de la mienne puisqu'il a une retraite par capitalisation indépendante. Et nos 2 journalistes, tu vas me dire, mais si Nicolas, eux, ils ont la même retraite que nous. Ben oui et non. Oui, pourquoi? Parce que oui, effectivement, ils ont la même retraite que nous. Sauf que le journalisme, ça reste de l'intermittence du spectacle. Donc ce sont des métiers intermittents, comme leur nom l'indique, mais en admettant qu'ils aient un travail à l'année. De toute façon, ces gens-là, au niveau de la pénibilité et du problème du travail qui s'impose à certains d'entre nous, et je sais le reconnaître, ben, ils n'ont carrément pas les mêmes problèmes que nous. Que ce soit elle ou lui, et là je parle des présentateurs, ils peuvent faire leur métier jusqu'à 70 ans. Ça ne serait pas gênant en soi. Ça sera plus problématique par rapport à l'image, et je leur souhaite rien de mal, mais tu comprends ce que je veux dire. Ce n'est pas la réalité des travaux physiques que certains subissent au quotidien. Donc le débat auquel on assiste, pour moi, il n'a aucun sens. Ça reste que mon opinion. À côté de ça, il y a ce qu'on entend dans la rue. C'est aussi des protestations sur le travail. Beaucoup de gens, à juste titre, j'ai écouté dans l'agroalimentaire, en Bretagne, dans certains métiers encore postés, dans l'industrie, dans le centre de la France, les métiers aussi du soin, les éboueurs, les égoutiers. Bon, ces métiers difficiles. Ils disent à 60 ans, on a le dos cassé, on est épuisé. C'est vrai. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas 62 ou 64 ans qui est le problème. Le problème, il est à 55 ou 58 ans. Alors on fait quoi? Et donc, le vrai sujet qui a commencé à être ouvert par le gouvernement comme par les parlementaires dans ce texte, c'est celui de l'usure professionnelle et des fins de carrière. Ben, celui-ci, on doit très concrètement le prendre à bras-le-corps. Parce que si on veut donner une réponse à cette colère légitime et une réponse efficace, moi je souhaite, il faut attendre quelques jours, quelques semaines, mais qu'on réengage avec les partenaires sociaux sur des sujets très concrets. L'usure professionnelle, la reconversion de fin de carrière. Il y a beaucoup de métiers où, au fond, passé 50 ans, on doit reconvertir. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour mettre sur la table ces propositions? On a commencé à le faire. Et d'ailleurs, les assises du travail n'ont pas attendu la réforme des retraites. Et beaucoup de choses qu'on a fait sur les carrières professionnelles se sont faites durant le premier quinquennat. Mais il faut continuer. Quand la colère s'exprime, il faut aussi l'entendre et accélérer. Donc, l'usure professionnelle... Donc il faut que la colère s'exprime pour que vous fassiez des propositions supplémentaires. Je suis en train de vous dire qu'on a commencé à faire les choses. Si j'étais là à vous dire on a tout bien fait, vous me diriez, vous êtes un drôle de type. Vous n'entendez pas qu'il y a des gens qui protestent. Et ça veut dire par là que quand ça s'exprime, c'est là aussi où une démocratie... Elle doit entendre la colère légitime qui s'exprime dans un cadre républicain et y apporter une réponse. Et donc, je dis juste, ces réponses qu'on a commencé à apporter, elles ne sont pas suffisamment fortes et tangibles, et donc on doit aller beaucoup plus loin. L'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions. La deuxième chose, c'est la progression de la carrière. Beaucoup de gens qui manifestent disent, il y en a qui ne bossent pas. Ce que je dis, il faut y répondre par la loi travail et le système de droits et devoirs, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Mais ils nous disent aussi, au fond, le travail ne paye pas assez. Alors là aussi, je vais vous dire, on a fait beaucoup de choses. On a fait, en 2019, la prime d'activité augmentée de 100 € au niveau du SMIC. Jamais les SMICards n'ont autant eu leur pouvoir d'achat augmenté depuis des décennies. On a augmenté ces 18 derniers mois le SMIC en France de 9,5%, plus que l'inflation. Néanmoins, il faut entendre ce que nous disent nos compatriotes qui manifestent sur ce sujet, qui n'est pas celui des retraites, mais du travail qui doit payer. Premièrement, moi je souhaite qu'on engage avec les partenaires sociaux, dès qu'ils seront prêts à le faire. Là, ils vont continuer demain de s'opposer, mais je les invite à se réengager très vite avec nous, pour qu'on ait dans toutes les branches qui sont en dessous
du minimum légal pour leur salaire minimum. Parce que vous avez des tas de branches qui en fait continuent à payer les gens en dessous du SMIC légal. Là, vous nous parlez des partenaires sociaux. Avec quels partenaires politiques vous allez avancer sur ces sujets? La main est tendue, toutes celles et ceux qui sont prêts à avancer sur ces sujets concrets pour nos compatriotes. Et donc je leur dis, allons travailler pour maintenant très vite trouver une réponse dans tous ces métiers qui sont insuffisamment payés, qui sont souvent les métiers de première et deuxième ligne dont on a eu besoin pendant la période Covid, et qui continuent à avoir des salaires minimums dans leur branche qui sont inférieurs au minimum légal. On doit accélérer, enclencher les choses. Deuxième élément, on doit travailler les carrières. Ce n'est pas une loi qui changera les carrières, parce qu'on n'est pas une économie administrée. Mais il faut remettre sur le terrain le dialogue social pour que les carrières permettent de mieux gagner sa vie. Vous savez, on est l'un des pays où le salaire minimum est des plus élevés en Europe. Mais le salaire médian, c'est-à-dire le salaire en dessous duquel il y a la moitié des gens, au-dessus duquel il y a l'autre moitié des travailleurs, c'est l'un des plus proches du salaire minimum en Europe. Ce qui fait que les carrières sont écrasées dans notre pays. Et c'est un peu désespérant pour beaucoup de nos compatriotes. Alors, on a trouvé des réponses. On a enlevé, comme vous le savez, des cotisations sociales, les impôts sur les heures supplémentaires. On essaie de... Mais il faut qu'on travaille les carrières dans notre pays pour permettre de se dire, 45, 50, 55 ans, là, je vais voir un progrès. Soit je pourrais changer de secteur et avoir un métier qui ne me casse plus le dos et prendre en compte mes mesures, soit au moins je serai mieux payé, j'aurai des tâches qui reconnaissent mieux les choses. Ça, c'est du dialogue social et c'est indispensable. Bon, alors, j'ai pris comme d'habitude, je suis mes notes, tu m'en veux pas. On va commencer par l'usure professionnelle qui fait écho à ce que je disais il y a un instant. C'est marrant d'ailleurs que ça s'enchaîne comme ça, c'est rigolo. Donc bon, lui, il dit que le problème, c'est la carrière, que finalement, si tu avais une carrière dans ta boîte, eh ben, tu évoluerais et grâce à ça, ben, tu ne ferais plus le métier pénible, etc. Moi, personnellement, pour moi, c'est plus une question d'argent. Parce que les gens, de manière d'ailleurs tout à fait, comment je dirais, dépendante ou plutôt interdépendante des profils et de chacun d'entre nous, il y en a certains qui, au bout de quelques années, aimeraient changer de métier, etc. Et qu'en définitive, c'est plus les engagements financiers de chacun et leur situation financière qui conditionnent pour beaucoup leur choix de vie. Quand quelqu'un a un crédit d'une maison, qu'il est engagé du coup, et qu'il n'aime plus son travail, bah, tu comprends très bien, attention, je ne suis pas meilleur, je suis pareil, tu comprends très bien que tu ne peux pas quitter ton taf, il faut payer tes traites, tu vois. Donc, je suis un peu embêté avec l'argumentaire de la carrière, mais que je comprends aussi, mais que j'explique différemment. Où là, bizarrement, je vais faire écho au début de l'émission, je pense que c'est aussi culturel. En France, si tu es plombier, tu ne pourras jamais être banquier. Ce qui est une hérésie, hein, parce que je crois vraiment que malheureusement, c'est souvent les gens qui ont le moins d'expérience dans un domaine, mais qui l'ont vécu ou perçu, d'ailleurs totalement différemment des professionnels du domaine en question, qui ont la capacité d'apporter le plus d'innovation et à mon humble avis aussi de force de travail, aussi pas bizarre que ça puisse paraître, dans ces activités-là. Je ne suis pas en train de dire que je veux que les plombiers deviennent banquiers, ce n'est pas ce que je sous-entends. Ce que je veux dire, c'est que dans notre pays, et c'est une réalité à laquelle on est tous confrontés, quand tu t'es engouffré, appelle ça comme tu as envie, quand tu es sur un rail ou sur une voie d'une profession, eh bien malheureusement, tu vas avoir énormément de mal pour passer à une autre profession. Alors, ce n'est pas une complète réalité. Je connais bien évidemment des gens qui ont la capacité de changer de métier. Il y a des personnes qui arrivent à le faire, mais c'est quand même une minorité. Là où dans d'autres pays, on va dire que les mentalités sont plus ouvertes et qu'on arrive à mieux circuler. Ça, tu vois, c'est marrant parce que ce n'est pas évoqué du tout. Et je trouve ça triste qu'on n'en parle pas. Pour moi, c'est de l'éducation. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait enseigner, l'ouverture d'esprit. Enfin, enseigner l'ouverture d'esprit, tu vas me dire, c'est pas évident, mais c'est pourtant ce que je pense. On devrait en tout cas éveiller nos enfants à une forme d'ouverture pour leur montrer que, oui, tu peux peut-être être plus ouvert d'esprit sur certains sujets. Et c'est marrant parce que je te donne un avis très personnel sur notre situation française. On va nous parler d'ouverture d'esprit sur des sujets où il n'y a pas matière à aborder le thème. Je suis désolé de parler de ça, mais c'est ce que je pense, tu vois. Quand je vois qu'on nous parle d'ouverture d'esprit sur la sexualité à des enfants, entre toi et moi, mais alors, c'est le dernier truc qui m'intéresse. Pourquoi on ne parle pas à nos enfants d'ouverture professionnelle, de professionnalisme, de la capacité à être sérieux au bon moment. Moi, quand j'étais enfant, j'avais des cours de civisme. Je ne sais pour quelle raison ça a disparu. C'est quelque chose qui, je pense, manque profondément. Mais ça reste qu'un avis personnel.
Alors, ce qui m'a hyper fait sourire dans le débat qui vient d'être mené, enfin, le débat, c'est pas du tout un débat, dans les propos qui viennent d'être tenus, c'est quand il a dit il faudra que ce soit fait par voie démocratique dans un cadre républicain. Comme je l'ai dit dans l'émission, je ne vais pas le répéter, c'est là que tu vois que le système est bâti de cette manière. Ils sont d'accord que démocratiquement on s'explique dans la mesure où ça reste dans un cadre républicain. Cette phrase, elle veut dire quoi? Elle veut dire tu as le droit de me donner ton avis dans la mesure où c'est moi qui décide à la fin. Je continue, je persiste et je signe. Tant que cette minorité décidera pour notre majorité, ça ne marchera jamais. Soit ils acceptent de transiger sur le fonctionnement général, soit je pense que, et j'espère me tromper, mais de président en président, la situation ne va faire que s'aggraver. Je pense que Macron, c'est lui, ça pourrait être un autre. J'ai toujours dit qu'ils étaient interchangeables, mais c'est ce que je pense. Mais je pense que Macron n'est que comment je dirais, n'est qu'une personne avant une autre qui va connaître de plus en plus de phénomènes comme on est en train de les vivre là, c'est-à-dire des manifestations, des contestations, de l'énervement. Parce que d'abord, je dirais que éducativement, la population, elle a été divisée en deux, mais volontairement. C'est-à-dire qu'il y a une forme de polarisation des idées en faisant une forme de ségrégation. Le mot n'est pas du tout adapté, tu m'en excuses. Finalement, en essayant de créer de manière imaginaire une distinction entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent, sachant qu'encore une fois, comme ça a été dit dans ce passage, la France est le pays le plus imposé au monde. Il n'y a pas de différence entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Tout le monde souffre dans ce pays. Je pense qu'il n'y a pas d'inégalité de souffrance. Et ce n'est pas une question de retraite, c'est une question de la manière dont ça se passe. Voilà. Et je pense que là, la phrase « il faut que démocratiquement on s'exprime dans un cadre républicain », elle est très représentative de ce qui nous détruit. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et je pense que si on arrêtait de se tirer à boulets rouges les uns sur les autres et qu'on comprenait que ce n'est pas un problème de riches et de pauvres en fait, c'est juste un problème finalement de la manière dont on est dirigé. Tu ne peux pas demander à si peu de gens de décider pour autant de personnes. Ça ne peut plus marcher. Voilà, je pense, moi c'est ce que je crois en tout cas. Voilà. Et après, tu vois, c'est très paradoxal parce qu'il dit la formation, l'accompagnement, le travail ne paye pas assez et on a quand même augmenté le SMIC de 9,5%, mais il faudrait que tu baisses les impôts de encore 20%. Et je pense qu'ils n'y arrivent pas. Donc ils disent qu'il y a des métiers qui sont insuffisamment payés, mais c'est pareil, quand les cotisations sociales représentent quasiment 50% de la valeur de ce que tu donnes à un salarié, mais explique-le en fait, arrête de tourner autour du pot, à un moment donné dis-le, voilà, on est écrasé par les charges, on ne sait plus comment faire, c'est trop compliqué. Le problème c'est que si on vous le dit, vous allez mal le prendre, et si vous n'acceptez pas de le changer, on va continuer à s'enfoncer. Dites-nous les choses. En fait, on est sur une espèce de langue de bois de quelqu'un qui, j'ai l'impression, ne veut pas nous dire la vraie vérité. En tout cas, l'a dit de manière, moi comme j'aime pas. Et en même temps, n'a pas le courage de nous dire, voilà, il l'a dit tout à l'heure, il a dit quand même, il a donné les 3 options en disant qu'elles n'étaient pas viables. Ça, c'est quand même assez courageux de sa part. Mais là, il devrait le dire. Il devrait dire, voilà, les métiers sont insuffisamment payés, mais vous avez trop de charges aussi. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Et les carrières sont écrasées. Ça, je ne comprends pas ce terme. Bon, ok, très bien, tu as envie de mettre la faute là-dessus. Moi, je vais te dire ce qui se passe. Il se passe qu'en Allemagne, les salariés passent en moyenne 38 ans au travail, 38 années de leur vie au travail, quand en France, on y passe 35 ans. En Allemagne, en moyenne, les gens passent, alors je ne veux pas te dire de bêtises, je l'ai noté, parce que moi je note un peu des trucs un peu partout, je l'ai noté là et là. Je ne veux pas dire de conneries sur les horaires, ça va arriver. Voilà, les heures effectives passées sur une année. Voilà, je vais te donner donc les heures effectives passées. Là, ça comprend tous les avantages que tu peux avoir. En France, on a les RTT, tout ce machin là que je ne connais pas, mais bon, tant mieux pour eux. Mais voilà, les heures effectives en France, c'est 1680 heures par an. En Allemagne, c'est 1830 heures par an. Je veux dire, l'écart est colossal, quoi. Sachant qu'en France, ça a diminué au fil des années. En 1999, on passait 1955 heures au travail et on est passé à 1680. Je veux dire, c'est un délire. C'est un délire, tu peux pas. Donc la France c'est quoi? La France, c'est travailler moins pour gagner plus et s'endetter plus. C'est ça la France. Ça n'est ni plus ni moins que ces 3 phrases. On a gardé les mots de Sarkozy. On a rajouté 2-3 trucs et on a cru utopiquement que ça allait marcher. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros,
Aujourd'hui, notre endettement, il est de 115% du PIB, là où l'Allemagne est endettée à 68%. Et donc, on s'endette, on s'endette. Alors moi, là aussi, je ne vais pas remettre la faute sur nous, parce que ça n'est pas nos décisions. Ça fait écho à ce qu'il disait tout à l'heure. Dans le cadre républicain, ce sont leurs décisions, sauf que leurs décisions nous impactent. Et nous, on s'endette, on s'endette, on s'endette, on s'endette. Le pays est extrêmement endetté, avec un temps travaillé qui est extrêmement bas. Et, comme si ça ne suffisait pas, on veut gagner autant que tous les autres. Il y a un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Alors, la partie endettement, elle incombe à nos dirigeants. Et c'est de leur fait. C'est à eux, à un moment donné, d'arrêter cette politique qui est une politique à la limite de la terre brûlée. On s'autodétruit à cause de leur choix. Et à un moment donné, c'est nos enfants qui vont payer. Ne croyez pas que... Alors, c'est un terme que j'aime pas parce que je veux quand même préciser maintenant ici, il faut que j'en parle. Un État qui s'endette, ça n'est pas, techniquement parlant, du fait de sa population de le payer, même si ça le sous-entend. Je m'explique. Les États s'endettent et une fois qu'ils sont endettés, c'est normal. La dette, elle est supportée par l'État et plus l'État est endetté, plus ça signifie que l'État, normalement, propose des services et va offrir un cadre à sa population en cohérence avec l'argent qu'il a emprunté. Et il faut comprendre une chose qui est très importante, un État n'a pas vocation à gagner de l'argent. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs un paradoxe qui est intéressant, là où on a tendance à transposer bêtement notre manière de gérer nos comptes sur la manière dont les hommes politiques gèrent les comptes de l'État, en définitive, ça ne marche absolument pas comme ça. Un État, il ne cherche que le point zéro, c'est-à-dire qu'il doit avoir d'un côté des dettes, de l'autre côté, il doit avoir des dépenses, et son but n'est pas de gagner de l'argent, non, son but est que ça fasse zéro à l'arrivée en fait. Et donc du coup, une fois que ça a fait zéro, eh bien, l'État, lui, sait qu'il fonctionne et c'est OK. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs aussi très très amusant, les marchés financiers le savent, même si d'une certaine manière, ils n'aiment pas trop ça. C'est le deal implicite qui est de dire je prête de l'argent à un État qui ne va pas chercher à gagner d'argent, qui ne gagne pas d'argent. Et c'est OK. Et nous, on a tendance à dire qui va payer. Mais non, en fait, en gros, la dette de l'État, ça n'est ni plus ni moins que nos impôts en reportés sur l'avenir. Sauf que, et c'est là où pour moi, ça n'est non plus pas assez dit, par contre, un indicateur que tu peux regarder, c'est le poids de l'État dans une économie. Et là, ça devient gênant avec la France. Il y en a qui considèrent que lorsque le poids de l'État est supérieur à 60%, on est dans un régime communiste. Et je te le donne en mille, le poids de l'État aujourd'hui est de 59%. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en 1960, on était à 34,7%. On est passé d'un État qui pesait à 34% dans l'économie française à un État qui pèse 59% dans l'économie française. À cela, bien évidemment, il y a la protection sociale qui doit s'ajouter. Et derrière, on a les dépenses de santé. Je te donne des pourcentages à titre indicatif, 41% et 15% avec des virgules bien sûr, mais on ne va pas rentrer dans le détail ici. Ce que j'essaye simplement de te dire, c'est que c'est tout à fait logique dans une configuration comme celle-ci que les carrières soient écrasées. Et arriver ici et nous dire les carrières dans notre pays sont écrasées, certes, je l'ai reconnu dès le départ, on n'a pas une mentalité qui tolère, on va dire, une certaine mobilité professionnelle, et ça c'est de notre fait, je veux bien l'entendre, et c'est une critique qui est acceptable, mais putain, il y a un moment donné, le peuple français n'a besoin que d'un seul et unique remède, baisser les impôts, baisser la fiscalité, et le pire, c'est ce qui me rend le plus malade, c'est que quand tu l'écoutes, il a l'air de le dire qu'il l'a fait, il a l'air de dire, oui, moi, j'ai augmenté le SMIC de 9,5%, j'ai baissé les impôts et je suis désolé de te le dire, ça va peut-être pas te plaire, mais moi, j'aime bien reconnaître les choses. Moi, j'ai jamais eu un président, à part lui, qui a autant baissé les impôts. Et je sais qu'il y en a plein qui vont hurler au scandale, mais qui a supprimé la taxe d'habitation? Qui a baissé l'IS? Qui a augmenté les déductions fiscales sur l'immobilier? Qui a transformé l'ISF? Moi, je ne sais pas quoi dire. C'est des moments qui sont gênants, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je suis quand même partagé sur ce discours qu'on écoute et que j'ai voulu analyser. Je vais le dire. Je pense que je prends un risque parce que, bien évidemment, je ne pense pas que ce que je suis en train de faire est un exercice simple parce que d'abord, je n'aime pas ces gens-là. Et deuxièmement, j'essaye d'être le plus neutre possible et d'avoir un regard critique, mais pas un critique en mode c'est pas bien, etc. Je râle. Non. Je suis obligé de reconnaître que ce gouvernement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et Dieu sait que je ne l'aime pas, bien, il fait des choses, quoi. Et ça m'embête profondément parce que je pense qu'à un moment donné, je suis embêté de dire ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'on ne sera jamais content de toute façon.
Je pense que ça ne nous conviendra jamais. Parce que je pense qu'on est dans un système où il y a tellement de choses à reprendre. C'est tellement généralisé. Le mal est tellement déjà fait. Et je pense, et je crois que c'est le passage que moi j'avais récupéré, on y arrive, ça va être dit maintenant. Je pense que la maladie qui nous a confinés, qui nous a contraints à rester chez nous, qui a payé une partie de la population à rien faire chez eux, a achevé notre système à nous. C'est-à-dire, je pense qu'on était déjà dans un système qui allait mal, pour plein de raisons. Et je pense qu'en définitive, ce n'est pas lui le problème. Ça a été cette goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était trop plein, à savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui se sont égarés. Je pense qu'il y a une partie de la population qui est égarée. Je pense qu'il y a une partie de nos hommes politiques qui sont complètement égarés aussi, qui ne savent plus. Je pense qu'on est tous un petit peu perdus dans un monde qui nous dépasse parce que ça nous dépasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mondialisation bat son plein, que la France a un modèle qui est ce qu'il est, qu'on aime, qu'on n'aime pas, ça c'est encore un autre débat. Et je pense, j'en suis de plus en plus convaincu, je pense qu'on est dépassé par tout ça, qu'on n'arrive plus à trouver notre place, qu'on a envie, bien évidemment, de garder cette sécurité sociale, cette sécurité de santé, cette sécurité du travail qu'on avait mis en place en France, et qu'en même temps, le monde est en train de changer, qu'on est en concurrence avec les autres pays et qu'on est en train de se rendre compte que nous, dans le monde dans lequel on vivait, ben, ça fonctionne plus, quoi. Ou je sais pas, mais qu'il y a un problème, quoi. Donc je suis embêté parce que malgré que je les aime pas, ben, je reconnais que dans les propos qu'il dit, il y a pas que des incohérences, même s'il y a des trucs qui nous énervent et tout, etc. Il dit des choses qui sont vraies. Moi, je suis obligé de reconnaître aujourd'hui que moi, je paye plus de taxes d'habitation. Et je l'ai déjà dit dans plein d'émissions, la suppression de la taxe d'habitation avec l'augmentation de la taxe foncière, c'est un grand malheur pour les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier, qui n'ont pas d'argent. Moi, si à mon époque ça avait été le cas, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et je me rends compte que, et je le pense profondément, diriger un pays, c'est un métier qui est extrêmement difficile. Je n'aimerais pas être à sa place. C'est très facile pour moi de dire « je ne vous aime pas, vous faites que de la merde ». C'est très facile de les juger. Je pense que c'est très compliqué de gouverner un pays comme la France avec d'un côté tous les avantages qui sont pour certains des acquis sociaux, et de l'autre côté, un besoin de réforme qui est impératif sous peine de faire imploser une situation qui, à mon avis, est intenable. Et je ne veux pas me positionner maintenant du côté amical, en mode « oh, je les aime bien ». Non, pas du tout. J'essaye juste de remettre un peu dans tout ça quand même une réalité qui est quand même dure à accepter dans un cadre où je peux encore une fois comprendre les gens qui sont en colère vis-à-vis de leur retraite, surtout encore plus ceux qui ne l'ont pas préparé. Parce que quand tu l'as préparé, j'ai envie de te dire, tu regardes ça avec recul, et finalement, tu es assez, bon, voilà, c'est comme ça, tu vas avoir un avis moins, on va dire, moins excessif parce que tu t'es préparé, que finalement, tu n'es pas touché. Mais si tu n'as jamais préparé ta retraite, que tu es à quelques années de la retraite, qu'on te rajoute 2 années de plus de travail, d'un boulot que tu n'aimes pas, comme je l'ai déjà dit, qu'en plus, tu ne sais pas si tu vas vraiment gagner plus parce que tu n'as pas confiance et tu as raison de ne pas avoir confiance. Je veux dire, il y a un moment donné, moi, je comprends complètement, c'est catastrophique. Et puis, selon l'âge que tu as, c'est vraiment pas simple de se dire, allez, je me reprends en main et je repars au boulot. Il y a des trucs que tu peux plus faire pour aller faire de l'argent. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est une situation très difficile et je vois, voilà, je comprends très bien qu'on n'est pas on n'est pas sorti de l'auberge dans le sens où je comprends qu'il y en a qui vont pas se laisser faire et c'est tout à fait légitime. Est-ce que pour mener ces réformes, Monsieur le Président, c'est Elisabeth Borne qui est la bonne attendez, je vais première revenir ministre? sur le champ politique, je voudrais finir sur le fond, sur le travail. C'est un sujet essentiel. On a commencé les assises du travail, mais il faut le rendre plus concret. Donc moi, je veux réengager avec les partenaires sociaux très vite sur tous ces sujets. À quelle échéance? Là, il faut le préparer dans les prochaines semaines. Donnons-nous les 3 semaines, 1 mois pour définir ces objets et la méthode et engager. Mais il faut pas des grandes discussions et des grandes messes. Discussions concrètes où on est tous autour de la table. Vous avez commencé à appeler les syndicats? Ils vont manifester. Demain, je respecte cette manifestation, je les engage. Mais derrière ça, il y a le sens du travail. Moi, je suis frappé, et c'est pour ça que je le dis avec... Il faut beaucoup de bienveillance et d'attention et de patience. On a eu des manifestants qui ont dit, nous, ce n'est pas la retraite le problème, on ne veut plus travailler du tout. Parce qu'il y a eu, et on a cette crise dans beaucoup de pays occidentaux, on a beaucoup aidé au moment du Covid. Et donc... tout s'est un peu déréglé, les référentiels. C'est aussi pour ça que c'est plus dur de convaincre qu'il faut de la responsabilité, parce que pendant plusieurs mois, on a payé pour ne pas travailler, pour protéger le pays, et on a trouvé d'autres équilibres. Et donc le rapport au travail n'est plus le même. Il faut le rebâtir et redonner aussi du sens au travail. On vous entend sur les intentions, mais avec... Donc voilà, ce n'est pas des intentions, ce sont des engagements. Avec quelle la justice, majorité, le travail. avec quel gouvernement, avec quelle première ministre? Est-ce que Elisabeth Borne a toujours votre confiance? Oui. Tout petit passage où on va se concentrer sur un des moments forts pour moi de cette interview, je ne sais pas comment il faut dire, où finalement il révèle ici un point qui me fait sourire.
où il dit, bon ben voilà, il faut remettre le sens du travail au centre. Il y a des gens qui, dans les cortèges, disent qu'ils ne veulent plus travailler du tout, que ça a créé un déréglage des référentiels, que le rapport au travail a changé et que finalement, le Covid a créé des monstres. Toi, moi, nous, quoi. Enfin bref, pas nous, parce que moi, je ne me sens pas, et sûrement toi non plus d'ailleurs, on ne se sent pas tous concernés. Ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont commencé à s'imaginer de manière illusoire qu'ils allaient pouvoir vivre comme du temps du Covid, c'est-à-dire d'amour et d'eau fraîche, payés par l'État à ne rien faire chez eux, parce que ce style de vie leur a plu, quoi. Finalement, la retraite avant l'heure, pourquoi pas prendre la retraite à 30 ans, quoi. Alors tu sais, je ne vais pas te faire ici l'affront de te reciter le short que j'ai fait sur une de mes vidéos, mais c'est un petit peu le paradoxe du rentier. Et j'ai vraiment envie d'en parler un peu plus en profondeur quand même dans cette émission. Les gens qui sont rentiers sont des gens qui aiment travailler. Et les gens qui rêvent de l'être sont des gens qui n'aiment pas bosser. Et bizarrement, les premiers qui pourraient jouir du style de vie dont les seconds rêvent, n'en jouiront jamais, et vice-versa d'ailleurs, parce que les qualités qu'ils font, les qualités requises pour accéder à cette qualité de vie, ne fait pas partie de l'ADN de ceux qui y prétendent. Est-ce que c'est une fatalité? Non. Est-ce que tu peux arriver à être rentier? Oui. Est-ce que tout le monde peut l'être? Oui, moi je le pense. Je pense qu'après, simplement, on nous évoque ici une réalité que je connais, puisque je ne vais pas me mentir, je vois des gens autour de moi qui m'ont dit « Oh là là, le Covid c'était génial, j'ai adoré ce moment dans ma vie », alors que moi j'ai complètement détesté et que ça a été le pire moment de ma vie, mais c'est comme ça. Chacun voit midi à sa porte, je n'ai pas de jugement dans ma bouche. Je pense que c'est un problème de, comme je l'ai dit dans cette émission, mais si je ne l'ai pas dit, je le répète. Je pense que c'est un problème essentiellement lié aux choix que nous faisons dans la vie. Et il est évident que quand tu as une vie pourrie que tu as l'impression de subir alors qu'elle découle de l'ensemble des choix que tu as faits et que tu ne sais plus comment te sortir de la situation dans laquelle tu t'es mise, bien sûr que le Covid a été un moment salvateur qui t'a ouvert les portes d'un monde que tu n'avais jamais imaginé. Je comprends. J'entends, je ne cautionne pas, mais je pense qu'à un moment donné, il faut te responsabiliser et peut-être te dire, voilà, j'ai une vie, elle est ce qu'elle est, elle peut être changée difficilement. Plus tu vieillis, plus c'est difficile, parce que les habitudes, parce que plein de choses, mais tu peux agir sur ta vie. Après, malheureusement, je crois que effectivement, nos vies, indépendamment les unes des autres, ne sont pas perçues de la même manière, ne sont pas non plus la vie de chacun, nos vies à nous, la vie de chacun d'entre nous, n'est pas assujettie aux mêmes opportunités, aux mêmes choix. On ne peut pas, voilà, je ne peux pas prétendre. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Si tu suis une de mes formations, je te garantis que tu n'auras jamais le même résultat que moi. Et même, je vais aller au-delà de ça. Si je te donne une méthode, peu importe la méthode, ce n'est pas pour parler de ma méthode en fait, c'est pour parler d'une méthode en général, je te donne une méthode. Mais vraiment, pas à pas, tu vois, même si tu la suivais, pas à pas, tu n'auras jamais le même résultat. D'ailleurs, pour ça que moi, dans mes formations, c'est des outils et pas vraiment, je ne t'inciterai jamais à copier quelque chose parce que je ne crois pas à la copie. Et ce que je te dis là, c'est quand même une croyance. Je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que nos vies sont différentes. Nos relations sont différentes. Même si je t'ai influencé sur des choix X ou Y, ces choix, de par le fait qu'ils sont implémentés dans ta vie, impliqueraient des réactions forcément différentes de celles que moi j'ai pu avoir. Et ça conduit au résultat, ou plutôt à la situation que le résultat ne pourra jamais être le même. Et en tout cas, de toi à moi, je vais être tout à fait franc, je trouve ça tout à fait sain, normal, et ça me rassure de le savoir. Mon objectif, ce n'est pas qu'on ait tous la même vie et qu'on fasse tous la même chose. Non, non. Ce que j'essaye simplement de te dire, c'est qu'il a raison sur ce qu'il vient de dire. Je pense que le Covid a créé une ignominie dans la vie des gens ou dans la perception qu'ils ont de la vie des gens, que certes, je peux entendre et comprendre que certains aient envie que ça perdure, mais malheureusement, c'est une illusion et il va falloir se réveiller tôt ou tard. Et peut-être que la modification de la date de la retraite a été pour certains le coup de, tu sais, le coup derrière la tête qui les a réveillés, tu vois. Et ça leur a pas plu du tout. Et je peux l'entendre et le comprendre parce que, voilà, encore une fois, comme je te dis, je sais ce que c'est que de s'embourber dans une situation et de ne pas avoir la capacité ni à voir la manière dont on peut s'en sortir, ni à envisager une solution de quelque sorte qu'elle soit parce que on est coincé, quoi, on se sent coincé. Donc, ce passage, moi, je le trouve magnifique.
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que personnellement, je le pense. Ce qu'il dit là, je le pense. Et ça me conforte de voir que finalement, je ne suis pas le seul à observer ce phénomène. Et par contre, je suis obligé de le dire, ça m'inquiète parce que, bon, bah, tu le sais, j'ai des travaux, je travaille avec les personnes qui travaillent dans le bâtiment. Et ça crée une situation. Je vous assure, et je t'assure, et je vous assure que je pense qu'on est à l'orée d'une époque exceptionnelle qui va générer un lot énorme d'opportunités, un lot et une masse énorme de problématiques, de misère et de tristesse aussi, parce que malheureusement c'est une réalité. Mais je suis convaincu que ce qui est en train de se passer est exceptionnel d'un point de vue historique, qu'il va y avoir des opportunités terribles, que bien évidemment ceux qui vont les saisir, comme toujours, vont tirer leur épingle du jeu et encaisser beaucoup d'argent, et que ceux qui vont la subir, la situation, ceux-là vont morfler, et c'est malheureux, et c'est malheureusement, quoi. Voilà. Donc moi j'essaye de t'aider avec tout mon contenu et tout ce que je peux proposer, te proposer des méthodes et de te permettre de voir qu'en tout cas ce n'est pas catastrophique et qu'il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Maintenant, il n'appartient qu'à toi de prendre le train en marche et d'essayer justement d'en tirer parti. Si tu écoutes cette émission et que tu dis oui, mais comment je fais alors moi pour m'en sortir? Moi, je vais te dire ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui s'en sortent sont des gens qui sont à leur compte. Je sais qu'il y a une masse de personnes qui disent oui, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je pense que l'entrepreneuriat est sous-représenté en France. Je pense qu'aujourd'hui, il y a clairement de la place pour encore beaucoup d'entrepreneurs dans ce pays. Pourquoi l'entrepreneur est la voie royale en France pour s'enrichir? Tout simplement pour pas que tu sois cantonné à ce nombre d'heures qui nous sclérose. Là où le salarié ne peut faire que 35 heures pour travailler, si toi tu peux en faire 120 ou allez, même 70, tu vas y arriver 2 fois plus vite que les autres. C'est des maths en fait. Et comme on est dans un pays où les gens n'ont pas envie de travailler, et je suis désolé, j'en profite qu'ils le disent pour moi, appuyer plus fort et le dire carrément avec les mots, eh bien toi travaille plus que les autres et tu y arriveras mieux que les autres, quoi. Ne réfléchis pas, parce que tu n'es pas dans un pays où tu as besoin de réfléchir, tu as cette chance où si tu trouves quelque chose qui marche, répète-le à l'infini et tu verras après qu'est-ce qui se passera, quoi. Ne réfléchis pas. Alors je sais qu'en France on a très peur des impôts, que c'est la peur numéro 1 des Français, c'est légitime, je le comprends et je compatis. Mais c'est pareil, mets-le dans un coin de ta tête, bourrine et réfléchis après. Je t'assure, ça marche très bien, surtout sur le travail. Et c'est le meilleur conseil que tu pourras jamais recevoir. Tu prends le taux horaire du pays dans lequel tu te trouves, tu le multiplies par 2 ou par 3 et c'est la vitesse à laquelle tu vas exécuter. Voilà. Comme en France, le taux horaire est très bas et que les gens ne travaillent pas beaucoup, travaille énormément et tu auras d'énormes résultats. Voilà. Et c'est tout. Je pense que c'est là le secret du succès de la France. Il n'est pas du tout compliqué, il est affiché, il est visible. Et le pire, c'est qu'il y en a qui le font devant tes yeux et ton nez, quoi. Et qu'en fait, toi, tu es là et tu te poses 1000 questions, prends tes questions, mets-les dans un coin et avance, quoi. C'est tout. Voilà. Donc, c'est vrai que le Covid a accentué ce phénomène pour mon bon plaisir, pour le bon plaisir de tous ceux qui veulent bosser. Bien évidemment moi, j'ai de gros problèmes à cause de ça, notamment dans les métiers du bâtiment, hein, je ne vais pas m'en cacher. Mais c'est comme ça, on s'adapte, on trouve des solutions et on avance. Et adopte cette philosophie et tu verras, tu n'auras pas beaucoup de problèmes. Vous avez présenté plusieurs chantiers que vous souhaitez lancer dans les mois qui viennent. Si on essaye d'être concret, quelle sera la mesure emblématique? Non, mais moi, j'ai jamais fait. Enfin, la société, ça ne marche pas avec une mesure emblématique. Non. C'est une cohérence. Ça donne un cap. Réindustrialisation plein emploi. La France de 2030, il faut gagner la bataille de l'industrie décarbonée. Ça sera la clé. Le plein emploi, et donc les textes que nous allons faire passer pour remettre au travail ceux qui sont le plus loin de l'emploi et réussir tout le volet travail qui va derrière. Le climat ? Deuxième cap, l'ordre républicain. 200 brigades de gendarmerie, pas besoin de loi pour faire ça, vont être ouvertes partout sur le territoire. Plus de juges, plus de greffiers, pour juger plus vite face à la petite délinquance, réengager. Et à côté de ça, une loi de programmation militaire qui va arriver, et là ça fait partie des priorités des prochains mois, pour nos armées et nous protéger. Ça c'est l'ordre républicain. Et puis la troisième priorité, c'est les progrès pour mieux vivre. L'école, la santé, l'écologie. C'est ça les 3 priorités. L'école, je veux qu'à la rentrée prochaine, on puisse remplacer du jour au lendemain les profs dans les classes des élèves. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans beaucoup de collèges et lycées. C'est loin d'être le cas. Voilà, c'est une priorité. La deuxième chose, qu'on réponde dans la ruralité et qu'on
améliore, parce qu'on a des baisses d'effectifs, parfois il faut fermer, on continuera à devoir fermer des classes ou des établissements, mais qu'on améliore la réponse avec parfois les écoles les classes multiniveaux, nos internats ruraux, qu'on réponde aux besoins de la ruralité sur le scolaire, qu'on réforme le lycée professionnel, indispensable pour être juste avec nos jeunes et les amener vers l'emploi ou la formation. Beaucoup de chantiers. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de chantiers, parce qu'on a des immenses ambitions. Ça, c'est l'école. La santé, pour cette année, donner un médecin traitant à nos compatriotes, ils sont 600 000, qui sont en affection longue durée. C'est le cœur de la convention médicale de ce que le ministre prépare, qui n'ont pas de médecin traitant et qui sont dans des déserts médicaux. Ils sont 600 000 qui sont en affection longue durée ou âgés. Oui. Et enclencher la réforme qu'on a lancée sur l'hôpital pour les conditions de travail, pour réengager et les déserts médicaux. Et l'écologie, dès les prochaines semaines, le plan eau, nous aurons besoin d'avoir, comme on a réussi tous ensemble à gagner la bataille pour la sobriété énergétique, on doit gagner la bataille pour la sobriété en matière d'eau. Et donc tous faire une petite part d'effort pour préserver notre eau, mieux réutiliser l'eau de nos réseaux comme l'eau de pluie, changer les usages. L'eau, la forêt, les océans, les transports, le logement, c'est tout ça l'écologie. C'est des vies concrètes, mais il faut accompagner pour une transition juste et durable. Voilà le cap. Le plein emploi, la réindustrialisation, l'ordre républicain et mieux vivre les progrès avec l'école, la santé et l'écologie. Un mot plus personnel pour conclure peut-être, Monsieur le Président. Vous avez été élu en 2017 et puis l'an dernier en 2022 avec la promesse d'être le président de tous les Français et d'être un rassembleur. Je crois même que l'un de vos slogans lors de la dernière élection, c'était « Nous tous ». Oui. Aujourd'hui, le pays paraît plus fracturé que jamais. On en a parlé, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu la manière de comprendre et de parler aux Français? Non, je vais vous dire, la réforme qu'on fait est une réforme qui est très difficile. Elle est très difficile. On demande un effort aux gens. C'est jamais populaire. On n'est pas concurrencé sur le sens des responsabilités. Non plus. Je ne dis pas qu'on est beaucoup aidé. Vous dites à part vous, les autres proposeraient. Non, mais c'est la réalité. C'était retirer la réforme. Bon. Donc j'assume ce moment. Mais j'assume ce moment parce qu'il permet les autres. Et je pense que ce qu'on a fait quand même ces derniers mois avec le Conseil national de la refondation, un engagement avec les territoires, c'est ce que je veux continuer. Moi, je vois une vitalité quand même sur le terrain. Je vois des Françaises et des Français qui sont prêts à s'unir pour avoir une réponse concrète, pour l'école, pour la santé. Je vois des élus locaux formidables d'engagement. Et pour répondre à ma question, vous n'avez pas de regrets? Je vous le dis, si j'en avais un, c'est de pas réussi à convaincre sur la nécessité de cette réforme, qui ne me fait pas plaisir, une fois encore. Mais je ne vis pas de regrets, moi. Je vis de volonté, de ténacité, d'engagement, parce que j'aime notre pays, nos compatriotes. Et donc, je suis à l'œuvre pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Et il y a toujours des moments difficiles qu'il faut assumer, mais pouvoir surtout, jusqu'au bout, les engager toutes et tous pour faire ces transformations. Ce n'est pas des lois, tout ce que je vous ai dit la plupart du temps. C'est de l'engagement collectif, parce qu'on a tous une part à prendre dans l'avenir du pays. Et quand on parle d'école, d'industrie, de santé, de formation, d'écologie, quelques jours après la sortie du 6e rapport du GIEC, on a tous une part à donner. C'est ça, ce avec vous. Et donc, on va continuer les conseils de la refondation, on va continuer le travail sur le terrain. C'est aussi ça, cette nouvelle méthode. Là, c'est un texte difficile, il arrive là, il faut le faire, mais ça n'emporte pas tout. Merci, Monsieur le Président. Je suis sûr qu'on saura s'unir, se réunir pour l'avenir du pays. J'en suis convaincu. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Bon, je vais être franc avec toi, j'ai coupé un gros passage parce que ça aurait été trop long et donc j'ai pas envie que là l'émission dure suffisamment longtemps. On va arriver à 2 heures d'émission. J'aime bien les longs podcasts, mais quand même, le but c'est pas non plus que tu t'ennuies à écouter des trucs super longs. Donc je vais là maintenant dans un premier temps te donner quelques avis sur lesquels je voulais m'arrêter d'un passage que j'ai enlevé et je t'invite donc à voir l'interview pour le voir. Et ensuite, je reviendrai sur le passage que j'ai laissé, qui est ce dernier petit passage un peu court. Et avant donc, de faire ces parties, je veux juste te dire un truc, parce que j'aurai plus l'occasion de le dire après. Malgré tout, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas la question. Pour arriver là, assumer comme il le fait à la fin, tenir les propos qu'il tient et rester comme ça stoïque, il faut quand même du courage. Moi, je suis obligé de le reconnaître. Moi, j'aime bien reconnaître le courage quand il y en a. Même s'il y a des choses auxquelles je peux comprendre qu'on ait du mal à y croire, et même si tu peux me dire mais je ne crois pas à ce qu'il dit, je pense que passer une réforme comme ça et la maintenir, c'est une forme de courage, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se seraient débinés
D'ailleurs, j'ai retiré le passage, mais il y avait un passage où il parlait d'Elisabeth Borne. Je pense que tu le sais, mais au moment où j'enregistre cette émission, elle a voulu poser sa démission et finalement, il a refusé sa démission. Donc c'est pour te montrer que voilà, se débiner, tout le monde sait le faire. Rester et affronter, c'est là en général où tu peux apprécier la valeur des personnes, qu'importe la situation. J'insiste, même si je ne partage pas l'opinion, l'avis et la position de ce qui est en train de se passer ici, je peux quand même, et tout le monde peut le faire, reconnaître le courage quand il est à l'œuvre. Voilà. Je voulais quand même le signaler parce que des fois, il faut savoir dire les choses, moi je trouve, et c'est bien de le faire. Voilà. Un point important aussi, je pense que tu le sais, mais je veux quand même le dire à ce stade, tu sais que je fais beaucoup de recherches pour faire ces émissions. Donc quand en général je les monte, c'est parce que j'y ai passé du temps et je veux que tu saches que voilà, je suis au courant de plein de choses. Alors il y a peut-être des sujets que je n'ai pas abordés comme j'aurais voulu, je m'en excuse à l'avance, mais sache que sur cette émission, peut-être que ça ne paraît pas, ça peut paraître être une émission de réaction, ça n'en est pas une. C'est une émission avec laquelle j'ai fait des recherches, je voulais quand même le préciser, voilà c'est tout, histoire que tu saches que je ne me suis pas pointé là, les mains dans les poches, j'ai allumé l'écran, tiens il y a de la lumière, je vais parler. Donc, dans le passage que j'ai passé, il faisait état de ces 4 ans de mandat qui restent et je me suis dit tiens mais il reste encore 4 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps qu'il est là mais parce que c'est son 2e mandat. Et que dans ces 4 années il envisage bien de passer la loi sur l'assurance chômage et de passer aussi sa loi immigration et que son agenda n'est absolument pas perturbé par les aléas et les manifestations dont il est question ici suite à cette loi retraite. Donc c'est important de le souligner parce que on pourrait croire, voilà, encore une fois, comme je viens de dire, hein, il a quand même le courage de ses opinions, il va au bout de sa démarche et là-dessus, on l'aime ou on l'aime pas, mais on peut pas, pour moi ça me paraît être difficile de le lui reprocher. Il a tenu des propos que j'ai trouvé extrêmement intéressants en disant que le monde dans lequel on vivait était pour certains d'entre nous très inquiétant, qu'on était dans un monde où il n'y avait plus de paracétamol, où on avait finalement des problématiques durables dans différents domaines et force est de constater qu'il a raison de le préciser. Le monde est inquiétant, oui et non. Le monde est inquiétant pour les gens qui ne le comprennent pas. Et la différence qui est en train de se creuser, c'est une différence qui se creuse sur, je dirais pour moi, des questions de connaissance, mais pas que, connaissance et adaptation. Parce qu'avoir une connaissance ne suffit pas. Il faut, dans un premier temps, acquérir une connaissance, mais dans un second temps, s'adapter à ce qu'elle implique. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, où on a aujourd'hui des intelligences artificielles dont on nous dit qu'elles remplacent des métiers, où on se retrouve dans un monde avec des changements écologiques importants et qui paraissent, à prime abord, je dirais, idiots. Parce que moi, quand on me parle de basculer sur des voitures électriques, moi, je n'ai pas de problème avec la voiture électrique. Par contre, je vois bien le problème. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de problème avec, parce que ça me plaît, etc. Et je ne parle pas ici du fait que ça te plaise ou pas. Non, non, je parle du problème financier que ça implique. Comment, financièrement, tu vas déjà demander à des gens d'acheter une voiture dont on sait que ces mêmes personnes n'ont même pas les moyens de réparer la voiture qu'ils ont. Parce que la réparation coûte moins cher que le véhicule. Là, on parle de véhicules à 60 000 balles, 50, 40 pour les moins chers. Mais enfin, il faut les avoir. Et si l'idée c'est de se dire ah ben ils feront des crédits à la consommation, on est dans le modèle de je ne cherche pas à élever ma population, je la laisse au niveau et j'espère qu'elle va suivre le mouvement. J'ai un peu du mal avec ça. Deuxièmement, ce qui aurait dû être le premièrement, mais je l'ai fait un petit peu volontairement pour te taquiner. Deuxièmement, écologiquement, ça n'est absolument pas écologique, on ne va pas se mentir. Entre deux mots, on choisit le moins pire des deux, c'est-à-dire que le problème n'est pas de dire est-ce que la voiture électrique est moins polluante que la voiture à essence. De toute façon, de facto, sur une durée de 5 ans, la voiture électrique est moins polluante. Il faut que tu dépasses une certaine... C'est très polluant si tu changes tous les ans, mais si tu gardes ta voiture plus d'un certain nombre d'années, en fait, elle est moins polluante parce que c'est logique, quoi. Moins d'huile, moins d'essence, moins de tout ça, quoi, tu vois. Et ne venez pas me dire dans les commentaires oui, mais pour la construire... Non, ce n'est pas le débat, en fait. Le débat, il n'est pas là, tu vas comprendre. Le problème, c'est qu'on se déplace en voiture. Le problème, c'est que notre système en lui-même est basé sur le transport. Donc voilà, à partir du moment où tu dois transporter des matières, tu dois aller d'un point A à un point B, qu'on a commencé à s'habituer à faire de grands trajets, on a un problème lié à notre mode de vie bien au-delà de savoir si ce qu'on consomme est vert ou pas. Parce que dès l'instant que tu produis, dès l'instant que tu vas produire une voiture, qu'elle soit électrique ou essence, mais tu détruis la nature en fait. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Donc pour moi, ici,
quand il nous dit pourquoi en sommes-nous ici, parce que j'ai envie de te dire, au siècle précédent, on a opté pour le pétrole et qu'on s'est dit, tiens, ça serait une bonne idée de conquérir le monde. Bon, voilà. Donc, je comprends pas bien le point, mais en tout cas, il a été évoqué. Ensuite, bon, il annonce des chiffres qu'il reprendra ici sur la fin et qu'on ne peut pas lui opposer. Il a fait passer le chômage de 9% à 7%. Là encore, c'est là où pour moi, on est dans une situation difficile vis-à-vis de cette personne. C'est à savoir qu'il a malgré tout des résultats. Pareil, tu l'aimes pas, il y a une baisse du chômage, c'est tout. C'est comme ça. L'ouverture d'usines avec des choix fiscaux. Et là aussi, moi comme je l'ai dit dans l'émission, je ne vais pas le répéter, mais moi je le vois au niveau des sociétés. C'est la première fois qu'on voit des impôts baisser. Alors, je vais revenir un petit peu sur les voitures électriques, etc. Avec à l'opposé aussi, la nouvelle revenu, par exemple, la vignette. Oui, critère. Mais tu étais au courant. Moi, j'ai découvert ça. Il y a un copain qui m'en a parlé. Je n'étais même pas au courant. C'est comme je ne regarde pas la télé ni rien. Je suis au courant de rien. Ça ne m'intéresse pas, tous ces trucs. Mais la vérité, c'est que, paf, il va falloir que tu aies cette petite pastille collée sur la bagnole. Ce n'est pas le prix qu'elle coûte aujourd'hui, mais la vignette, quand elle a été instaurée, c'était la même chose. Au début, elle ne coûtait rien, puis à la fin, elle coûtait je ne sais plus combien. Moi, je l'ai payé, la vignette. Hein. Je fais partie de la génération qui l'a connue. Quand on me l'a enlevé, j'étais content. Hein. C'était un truc en moins, mais là, maintenant, on le récupère. Bref, passons. Il a dit une phrase que j'aime beaucoup, que je dois reprendre. Il a dit plus de travail parce qu'il faut plus de capital. Je pense que c'est pareil, je suis toujours désolé de voir qu'on ne nous parle pas d'éducation financière, jamais. On a une population qui est inéduquée financièrement, qui n'a aucune connaissance de la finance, qui a des croyances et des idées sur le sujet, mais qui raconte tout et son contraire sur ce même sujet. Et malheureusement, malgré qu'on ait des présidents qui tiennent des propos parfois intelligents, quand tu tiens des propos intelligents à un auditoire incapable d'en comprendre la teneur, quel intérêt, j'ai envie de te dire. Donc, je trouve très dommage que là encore, voilà, on ait, on va dire, une espèce de forme de volonté politique qui puisse s'apparenter à la bonne direction, avec de l'autre côté, aucun outil pour permettre aux gens de suivre. Mais bon, ça ne reste que mon opinion. Et après, il tient sur comment je vais dire, sur le passage que j'ai effacé. Il dit que si, alors ça aussi, j'ai trouvé ça très ironique de sa part. Il a dit que si il n'avait pas été, qu'il ne peut pas y avoir que du mauvais, que dans le lot des personnes, qu'il y a certes une partie de la population qui ne l'aime pas, mais qu'il y a bien une partie de la population qui l'aime puisqu'il a été réélu. Encore une fois, dans un pays qui ne prend pas en considération l'abstention et le vote blanc, c'est assez facile de tenir ces propos-là. C'est là où tu vois que la politique reste de la politique. C'est très dommage, tu vois. Je ne sais pas si il a, je sais pas. Je suis certain qu'il a des conseillers. En images à ce niveau-là, ils ont des conseillers en images. C'est le genre de choses que tu dois demander, enfin, tu dois inciter ton client ou la personne en tout cas à ne pas dire ce genre de mots, de propos. Ils savent très bien qu'ils sont, pour moi, la démocratie ne peut pas s'exprimer dans un pays où le vote blanc n'est pas pris en considération. Alors bon, bref, je ne vais pas commencer à philosopher de ça ici, sinon l'émission durerait des heures, mais tu vois où je veux en venir. C'est étrange. Donc voilà, après, ses propos sont restés très réalistes, comme tout au long, j'ai trouvé, de cette émission, où il a dit que le Covid était une illusion, et je trouve que c'est assez réel. Je pense, pour ma part, et je ne vais pas le répéter inlassablement, mais le Covid a été un grand changement dans la manière de percevoir la vie pour une énorme partie de notre population. C'est un grand malheur que d'avoir subi cette situation, parce que je pense que c'est le Covid qui a généré ce lot de perturbations que nous vivons aujourd'hui à tous les niveaux. Autant au niveau financier, de par l'inflation et l'aide que l'État a voulu donner aux sociétés, comme je l'avais dit à l'époque, le fait que l'État ait besoin de nous aider et de tout de suite suspendre les cotisations sociales, la fiscalité, etc. Moi, en tout cas, ça m'a montré, ça m'a confirmé qu'on était dans une aberration fiscale en France, parce que c'est la première chose qu'ils ont dû faire sauter, parce qu'ils savent que s'ils maintenaient cette pression fiscale avec un arrêt obligatoire des jeux, c'est-à-dire de l'économie, les sociétés, elles étaient à terre et elles mourraient immédiatement. Ce qui n'est pas le cas dans plein de pays, je tiens à le préciser et à le confirmer quand même. Donc ça montre bien que, comme il le dit maintenant dans la partie que j'ai laissée, il y a un enjeu énorme sur la réindustrialisation de notre pays. Mais il a donc donné 3 axes que je vais rapidement traiter parce qu'on arrive à la fin de l'émission. L'industrie décarbonée, un mensonge éhonté. Une industrie décarbonée, ça n'existe pas.
C'est comme si je te disais, si c'est une association saugrenue de mots, quoi. Hein. J'ai même pas d'exemple à te donner. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Je vais aller nager dans une mer sans eau, tu vois. Tu me diras, qu'est-ce que tu racontes? Si tu vas nager dans la mer, c'est qu'il y a de l'eau. Ah non, non, moi je nage dans une mer sans eau. Voilà, donc c'est idiot. Une industrie décarbonée, ça n'existe pas. Donc dis-nous que tu veux faire revenir l'industrie. Dis-nous que je ne sais quoi, mais tant qu'il y aura de l'industrie, la Terre mourra. Voilà. Il faut arrêter de rêver. C'est une débilité sans nom. Je ne comprends même pas qu'on laisse dire des choses pareilles. C'est là vraiment pour moi que je ressens cette... j'ai l'impression qu'on nous parle comme si on était des demeurés, quoi. Tu vois, qui a pu valider de telles paroles, quoi. Intelligent, je parle. Intelligent, hein, bien évidemment, d'accord. Hein, je ne parle pas de gens, tu me mets quelqu'un qui n'a aucune éducation, qui veut y croire. Et encore. Je pense même que c'est ça le pire. Je pense que quelqu'un qui n'a aucune éducation perçoit tout de suite le piège dans la phrase. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Deuxième axe qu'il a mis en avant, qui m'a fait sourire quand même. Hein, les juges et les greffiers. Et les armées. Bon, les armées, on va mettre de côté. Je ne vais pas avoir la prétention, j'y connais rien aux militaires, mais je sais qu'on a un problème, mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais tu m'as compris, je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais bon, voilà, très bien, il veut refinancer, c'est parfait. Il veut par contre investir et augmenter le volume de juges et de greffiers pour juger plus vite. Oui, très bien, mais je pense aussi que tu devrais peut-être revoir aussi légèrement peut-être la manière dont les juges approchent le droit, tu vois, parce que je pense qu'il y a un problème aussi plus profond, je me permets de le dire, parce que là par contre je suis un petit peu, comment dirais-je, concerné, n'est-ce pas, par la partie judiciaire, dirais-je, et encore c'est très léger, parce que moi je ne suis pas dans le judiciaire à proprement parler, mais on va dire qu'avec les locataires et le tribunal, on a des rapports quand même, et je peux t'assurer qu'il y a vraiment, au niveau de la formation des juges, je pense qu'il y a matière à discuter là aussi, mais bon, je ne juge pas les juges, je n'émets pas d'avis négatif sur la question, je dis juste que la justice devrait être revue en profondeur. Alors il a dit qu'il voulait faire des textes de loi plus courts, plus concis. On verra, je le souhaite. Et enfin, il finit en parlant de l'école, la santé et l'écologie. Alors le plan eau, hein, bien sûr, parce que l'eau, on a un problème d'eau, ça s'ajoute, hein, les problèmes de toute façon, je vais finir là-dessus cette émission, on va pas vers le meilleur. Hein. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre là, les mouvements de foule, l'énervement, la colère, la décadence, les problèmes graves à gérer, ça va ne faire que s'accumuler, s'aggraver, et on ne va pas vers le meilleur à ce niveau-là. Et dans notre pays, si on ne s'adapte pas et on ne réforme pas, ça va s'empirer et ça va mal finir. Je ne le souhaite pas, mais ça sent pas bon. Voilà. Je suis obligé de le dire parce que je le pense. Il y a une partie de moi, je comprends que les gens se révoltent parce qu'ils n'ont pas été préparés. Parce qu'encore une fois, quand on nous parle de l'école et que sa priorité c'est de dire « je veux qu'on remplace les profs du jour au lendemain parce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de le faire », je pense que d'abord tu devrais donner des moyens à ton éducation nationale, tu devrais redonner un cadre à l'éducation nationale. L'éducation nationale, elle est en roue libre. Moi, vous le savez, je ne m'en cache pas. Ma fille n'est pas dans l'éducation nationale. Il est hors de question que l'éducation nationale touche à mon enfant. C'est une hérésie pour moi. Pour ce qu'ils leur apprennent en plus, passons. Mais voilà, commencer par revoir le programme, par remettre des valeurs, par peut-être réinsuffler un amour de la France, tu vois, du patriotisme. Non, c'est un gros mot maintenant, je ne sais même plus. Enfin, tu vois, recommencer par donner un cadre déjà, ne serait-ce que la base, tu vois, on ne te demande même pas, moi je ne suis même pas là en mode donnez-nous de l'argent, non, non, recadrer le truc, tu vois, redire voilà, on a des valeurs, on va commencer par redonner des valeurs à la population, peut-être, je sais pas, tu vois, je dis ça, je dis rien, tu vois, ça me paraîtrait pas mal, peut-être commencer à se dire, on a un problème de rapport à l'argent en France, peut-être qu'on devrait, je sais pas moi, par exemple, proposer des cours sur la finance. Comment t'expliques qu'aujourd'hui tu sortes de l'école avec des gens qui ne soient pas capables de remplir leur feuille d'impôt? Et comment t'expliques que même quand tu as fait des hautes études, tu vas aller voir tes parents pour au début remplir tes impôts? Je ne sais pas, tu vois, je dis ça, moi je dis rien. Après peut-être que tu trouves ça toi normal, moi je trouve ça complètement anormal, mais c'est une aberration et ça personne n'en parle. Alors soit on veut maintenir le peuple dans un état léthargique sur le plan financier pour que, voilà, ça c'est une affaire de grandes personnes et puis rester surtout stupide parce que en fait, bon ben voilà, ça ne nous intéresse pas que vous compreniez comment ça marche et puis ça nous arrange à la limite parce que nous on peut faire nos magouilles. Je suis désolé, c'est ce que je pense. Soit il y a une deuxième option, vraiment, mais vraiment, ils savent pas, tu vois, ils sont pas au courant, j'y crois pas du tout, hein, mais bon, imaginons, tu vois, bon, voilà, pour eux c'est normal. Ils partent du principe peut-être que tu vas devoir apprendre l'argent en travaillant et en vivant. Et bon, moi, je suis dubitatif. Si c'est ça, je suis...
Voilà, un petit peu choqué. Dans la santé, il veut s'attaquer aux déserts médicaux, c'est parfait. Et l'écologie, bon, le plan eau, je t'en ai touché un mot, on ne va pas s'étaler là-dessus. Moi, je crois que l'éducation est la solution de beaucoup de problèmes. Je pense que, et je vais te le dire sur la fin de cette émission, je pense que nous assistons à ni plus ni moins qu'un effondrement de l'éducation qui est dispensée. Il n'y a qu'à voir le niveau général auquel on est arrivé, sorti du bac, je parle, aujourd'hui avec nos étudiants, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui de manière générale. On est dans une société qui est biberonnée, je dirais, aux aides et au recours à l'intervention de l'État pour tout un tas de choses inutiles et qui du coup se retrouvent fort dépourvus dès qu'on commence à leur retirer ce qu'il a plus ou moins nommé tout au long de cette émission, les droits qu'on leur avait accordés, des droits sociaux qui étaient basés sur une illusion. Et c'est ce qui me dérange dans ce discours, c'est-à-dire que malgré par-ci, par-là, les petites remarques et les éléments qui me dérangent toujours autant, il y a une part de moi où j'arrive à lire entre les lignes et je partage des opinions, malgré encore une fois que je n'apprécie pas le personnage, et je partage des opinions sur des sujets où force est de reconnaître que le problème vient de notre approche de la situation, de l'acceptation de la situation et de l'illusion à laquelle nous nous sommes habitués. Encore une fois, je l'aurais répété plein de fois dans l'émission et j'en suis désolé, mais avant Jean-François Mitterrand, l'âge de la retraite c'était 65 ans et personne ne se posait de questions. Alors qui nous a menti ? Jean-François Mitterrand, Jean-François Macron, Jean-François je ne sais qui, ou les présidents d'avant qui, eux, nous disaient la vérité. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça va s'accélérer. Je pense que, d'ailleurs tu le vois comme moi, je pense que tous ces phénomènes que l'on voit, à savoir les manifestations, à savoir la contestation, la colère, les problématiques financières aussi, parce que ne nous mentons pas, on est tous confrontés à des problématiques financières à nos échelles respectives, vont s'accélérer. Il va y en avoir de plus en plus parce que le monde dans lequel on vit n'est pas inquiétant, comme l'a dit notre très cher et tendre président. Non, non, c'est un monde en perpétuelle évolution qui est soumis à la loi de Moore. La loi de Moore, si tu ne sais pas ce que c'est, dont j'ai déjà parlé dans plein d'émissions podcasting, mais je ne vais pas en reparler ici, c'est une loi qui fait que ces appareils-là, ils accélèrent très très fort. Et plus on est assujetti à ces trucs, quoi, plus j'appelle ça ces trucs, à la technologie, plus le changement du monde va s'accentuer et plus il va y avoir un écart qui va se creuser entre ceux qui vont s'adapter, interpréter, comprendre, apprendre tout ce qui touche à ces trucs-là et les autres qui ne vont pas vouloir évoluer. Et je pense malheureusement, peut-être qu'à prime abord tu trouves qu'il n'y a pas de lien entre tout ce que je suis en train de dire, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Je pense malheureusement que la France, en l'état, avec ce qu'elle propose, avec le modèle économique qui était le nôtre, le système qui est le nôtre, est mal adapté au monde vers lequel on se dirige. Quoi. Voilà, je le pense malheureusement, et j'aimerais que ce soit autrement. Et je pense donc que les réformes, les propositions qui nous sont faites ne conviennent pas à toute une partie de la population qui ne veulent pas de ce monde-là, mais qui pourtant veulent bien de ce téléphone-là. Voilà, et qui crée le paradoxe dans lequel on se trouve actuellement. Voilà. Donc, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. J'ai juste cette émission qui m'est arrivée comme ça et dont j'ai pris un extrait au départ et dont je me suis dit, tiens, mais il dit quand même 2-3 trucs qui m'interpellent si j'allais un peu plus loin. Et j'en ai fait cette émission-là. Moi, j'ai voulu te montrer plusieurs choses importantes dans cette émission. La première et la principale aura été le passage où j'ai voulu te donner les chiffres de comparaison avec l'Allemagne, du temps travaillé et où finalement j'ai voulu par ce vecteur-là, te montrer que si tu travailles beaucoup, tu peux avoir de gros résultats. Et dans un pays où les gens, finalement, travaillent moins que les autres, travailler plus que les autres, ça reste une opportunité facile à saisir et accessible à tous parce qu'elle ne demande pas une grande intelligence. Comme je te l'ai dit, tu travailles juste 2 fois plus que les autres et tu y arriveras juste 2 fois plus vite que les autres. C'est aussi simple que ça. Et donc pour moi, c'était vraiment important dans cette conjoncture un petit peu négativiste de te montrer ces éléments-là. Ensuite, j'ai voulu te montrer aussi un deuxième élément un petit peu par opposition à tout ce qui était dit, c'est-à-dire j'ai voulu te montrer les incohérences qui étaient ironiquement drôles à mon sens, surtout quand il peste du rachat des actions des sociétés qu'il a lui-même favorisées. J'ai trouvé ça assez drôle. Et troisièmement, malgré tout, avec, j'espère, aucun cynisme de ma part, j'ai voulu quand même te montrer que
au demeurant, je pense que ton éducation, ta compréhension, ce que tu apprends en fait, tes connaissances générales et ta capacité d'adaptation sont de loin les meilleures armes pour te protéger de tout ça en fait. Ne reste pas isolé dans ton coin, ne reste pas sur tes acquis, ne reste pas à te dire c'était mieux avant ou à chercher à revenir à des anciens systèmes. Accepte, malheureusement, on n'a pas le choix, l'évolution et le changement et essaye de t'y adapter. Je pense que c'est la meilleure solution et c'est la clé de ta réussite à venir. Voilà, pour moi en tout cas. Je pense qu'on a tous les moyens de créer sa retraite. Je pense qu'on a tous les moyens de changer sa vie. Mais vraiment, je pense que ce n'est pas facile par contre. Je le pense, j'en suis convaincu d'ailleurs. Je suis convaincu que ce n'est pas simple, mais je pense que tu en as les moyens. Et que par contre, après, ça demande un gros effort de ta part, un effort et une énergie, c'est certain, mais que ça vaut largement le coup de ne pas se laisser abattre. Voilà. Ne te laisse pas gangréner l'esprit par cette morosité ambiante. Il y a des opportunités, je te le dis, mais vraiment. Et tout ce qu'il a annoncé là, pour moi, ça n'est que le prémisse d'une énorme opportunité généralisée qui va se proposer à nous dans les années qui arrivent parce qu'il y a plein de problèmes, il le dit lui-même, et tous ces problèmes doivent être réglés. Et si tu arrives à régler certains de ces problèmes à ta modeste échelle, tu trouveras du coup des solutions après pour avancer financièrement ou pas d'ailleurs, parce que tout n'est pas qu'argent dans la vie. Hein. Moi, je parle de sujets financiers, donc tout a l'air de tourner qu'autour de l'argent, mais je reste réaliste. Tu peux proposer des solutions, tu peux proposer des options qui ne soient pas financières et qui apportent pourtant un grand secours à une grande partie de la population. Voilà. Je reste persuadé qu'on vit une époque formidable avec les changements qui sont ce qu'ils sont et qu'on voit bien qui se profilent à l'horizon, mais les opportunités qui vont avec. Et donc, c'est à toi de les saisir ou pas. Voilà, écoute, c'était une émission un petit peu originale, pas prévue du tout. La semaine prochaine, on va, comme je te l'ai sous-entendu au début de l'émission, reprendre le cours normal des choses. J'avais vraiment envie de faire cette émission, y compris en images. Je verrai si je réitère l'expérience, parce qu'à mon avis, c'est plus de travail pour moi, mais ça ne te concerne pas. Et puis sinon, like, partage, laisse un commentaire là où tu écoutes cette émission et va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a des formations. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet coaching, il y a mes coachings. Et dans l'onglet séminaire, il y a le formulaire pour participer aux événements à venir. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!